Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 390 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler des Los Angeles Clippers. Les Clippers éliminés des playoffs, bilan tactique de la série dantesque contre Denver, plus perspective intersaison 2025. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Les Los Angeles Clippers éliminés de la course aux playoffs, des playoffs 2025, au terme d'une série dantesque contre les Denver Nuggets, vous l'avez suivi. Même si, en effet, série dantesque et fantastique, je trouve une excellente série. Malgré tout, la fin était un peu anti-paroxytique, on aurait aimé que ça se termine sur un match 7 plus disputé, etc. Un final grandiose, peut-être on aurait souhaité. Mais voilà, bref, grande série. Donc aujourd'hui, très simplement, vu que les Clippers sont éliminés désormais, ça se fait en deux temps, comme d'habitude, sur nos réacts de post-série. On fait le bilan tactique de la série. Ça vous intéresse un peu d'entendre parler qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette série, comment est-ce que tout ceci s'est goupillé, s'est organisé tactiquement. Et puis, en deuxième partie, on parlera des perspectives et du futur pour les Clippers, puisque leur situation est également assez intéressante. Donc, on fera un peu le point sur les enjeux de l'intersaison à venir. Voilà, le programme habituel. Commençons d'entrée de jeu avec donc le bilan tactique de cette série. Et comme on disait, donc ce match 7 qui n'aura pas été à la hauteur peut-être du reste de la série en un sens. Mais cela dit, c'est à noter que d'habitude, les Nuggets, c'est plutôt l'inverse. Sur les matchs 7 à la maison, ils sont moins fantastiques que ça. Souvenez-vous, l'an passé, ils mènent contre les Wolves, ils se prennent un comeback en deuxième mi-temps qui est un peu, ils sortent de nulle part, quoi, pour le coup. Et puis même, si on remonte à l'époque de McCollum qui met un tir sur Torrey Craig, match 7 des Blazers en 2019, à l'époque déjà. Entre-temps, il y a eu la bulle, mais c'était dans la bulle, quoi. Donc c'était pas à Denver, je veux dire. Mais là, clairement, j'en parle parce que c'est un peu un élément majeur de la série, c'est à quel point les Nuggets ont fait exploser plutôt les Clippers sur le match 7. Là, je pense qu'il y avait aussi un effet de engouement du public et clairement, on va pas dire qu'ils étaient sur un nuage, mais ils étaient pas loin, quoi. Donc, je me demande à quel point ça a aidé sur les éléments qu'on va énumérer. Mais bref, donc, à part ce match 7, bilan tactique de la série. C'est vrai que pour dézoomer, et peut-être ça va vous paraître un peu bizarre, vu la tournure du match 7 qui a été à sens unique, mais moi, j'avoue que j'ai un peu une impression bizarre sur cette série, en un sens. Alors, j'ai beaucoup apprécié, pour le coup, évidemment, comme beaucoup, je pense, mais j'ai un peu cette impression bizarre, que Denver était, entre guillemets, moins fort, notamment sur demi-terrain, et même surtout sur demi-terrain, sur demi-terrain, sur jeu placé, dans le jeu, on va dire, je sais pas comment vous voulez le formuler exactement, même si l'importance des termes précis est assez grande dans ce cas-là, mais j'ai l'impression que, voilà, dans le jeu, on va dire, ou sur demi-terrain, les Clippers, c'était quand même meilleur. Avaient plus de solutions, avaient aussi plus d'atouts tactiques, en un sens. Et j'ai un peu l'impression qu'au final, celui qui a gagné, c'est peut-être l'équipe qui était un chouïa moins forte, et avait un peu moins de réponses, etc., etc. Mais, en fait, c'est peut-être le meilleur exemple, à mon sens, de mémoire récente d'une équipe qui gagne parce qu'elle domine sur ce que moi j'appelle les marges. Voilà, les fameuses marges. Donc, en gros, il y a cette idée, et je l'ai tweeté, et certains fans des Nuggets l'ont un peu mal pris, alors qu'au contraire, c'était un peu un compliment pour Denver. C'est qu'il y a un effet où, en réalité, comme dit, pour moi, les Nuggets étaient un chouïa moins fort peut-être sur le jeu placé, mais voilà, c'est tout le but, c'est tout le truc, c'est que précisément, ça ne se joue pas que sur jeu placé. C'est tout le sel du basket. C'est que c'est pas juste un duel de à toi à moi sur jeu placé, à toi à moi sur demi-terrain, etc. Il y a un peu tout ce qui se passe autour. Et même de plus en plus, quand on voit l'essor du fameux jeu des possessions en NBA depuis quelques années, c'est autour de ça. Quand on a eu aussi la révolution mi-année 2000 de Mike D'Antoni, les Suns, le fameux 7 seconds or less, littéralement 7 secondes ou moins pour donc déclencher un tir, c'était ça aussi. C'était un peu, justement, pas se contenter de l'alternative de, allez, à toi, à moi, on remonte la balle lentement, on joue, ensuite tu remontes la balle lentement, on joue, etc. C'était un peu jouer sur ça, un peu jouer sur cette alternance de possession. Donc, jeu des possessions avec leur bon offensif, avec ça, la transition, que ce soit avec les Suns de D'Antoni, il y a un peu ce côté, c'est pas que quel est ton offensive rating par 100 possessions. Et là-dessus, moi, je pense que, encore une fois, si on prend, alors je vais pas vérifier les stats en soi, mais si on prend, on va dire dans l'esprit, l'offensive rating des Clippers était sans doute un peu meilleur, en un sens, ou en tout cas leur création de demi-terrain a peut-être été un peu meilleure que celle de Denver, mais ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Et justement, le basket, c'est pas que ça. C'est aussi la capacité d'influer le jeu
autrement, de par ces fameuses marges. Alors concrètement, de quoi je parle avec les marges? C'est notamment le jeu de transition. Ça se joue pas que sur demi-terrain, donc si tu es capable de faire des différences en transition, bah certes c'est pas dans le jeu, c'est pas l'échiquier tactique, c'est pas cette bataille-là un peu stratégique de demi-terrain, mais ça fait partie du jeu, hein. Des points, ce sont des points, le demi-terrain, la transition justement, le rebond offensif également, la possession ne s'arrête pas forcément après que tu aies pris un tir, donc il n'y a pas que à quel point tu es capable de créer du jeu et de générer un bon tir. Ça peut se poursuivre, la possession. Tu peux avoir une deuxième chance, une troisième chance, etc. Donc mettre des points en plus là-dessus. Bon, là j'enfonce des portes ouvertes, mais voyez, je décris un peu ce que moi j'appelle un peu les marges. La bataille des possessions même, à l'échelle plus globale. Pas que l'aspect des rebonds, mais aussi quand on inclut les turnovers, quand on inclut les lancers francs. Ce genre de choses, pardon. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, et c'est pas, au contraire, c'est pas du tout pour descendre Denver et pour dire, ah, ils méritaient pas de gagner. Au contraire, c'est pour dire, je trouve qu'ils ont été moins impressionnants sur demi-terrain et pourtant, ils ont quand même réussi à gagner grâce à ces marges, entre guillemets. Alors, marge, c'est vrai que dans la sémantique, ça a l'air d'être un peu à l'écart, un peu à part, donc peut-être un peu moins important, mais en l'occurrence, ça ne l'est pas du tout. Quand tu arrives autant à influer et à générer ce genre de points à la marge, on va dire, bah c'est primordial. Donc j'insiste dessus parce que ça a été important sur cette série. C'est peut-être le meilleur exemple de à quel point une équipe qui, entre guillemets, de gros guillemets, a été moins forte sur le jeu placé, peut arriver à gagner une série malgré tout. Et puis, même au-delà de ça, c'est également en fait notable parce que c'est l'identité de ces Denver Nuggets. Ça fait entièrement et totalement partie de leur identité, ce jeu des marges. Cette capacité à pas juste être un casse-tête sur demi-terrain avec Jokic, comment est-ce qu'on le défend, quel type de couverture, etc. On va y arriver. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect de rebond offensif, où ils sont géniaux, ils peuvent être géniaux. Avec, voilà, encore une fois, aller regarder notamment, je sais pas moi, les vidéos de Ben Taylor sur le run de playoff en 2023, ou écouter nos podcasts de l'époque, ou des trucs comme ça. Sur le run de playoff 2023, on n'arrête pas de parler de les line-up qui sont gros et qui arrêtent pas d'embêter les gens parce que c'est gros, ça joue puissant, ça rentre dans la gueule, c'est casse-bouche, quoi. Et donc, il y a ce truc-là avec Denver. C'est pas que le jeu d'échecs demi-terrain. Il y a aussi le rebond offensif, sont tous gros, le front de courte, tous gros, tous puissants. Le rebond offensif est hyper important par rapport à ça. Le post-up aussi, le post-up un peu plus direct, hein, où tu peux envoyer Aaron Gordon au poste bas, tu peux envoyer les cuts de Porter Jr., pardon. Les cuts vont être beaucoup plus efficaces parce qu'il est grand, donc quand il fait un cut, c'est pas juste le shooter de 6'2 de taille qui fait un cut, non, c'est un mec de 6'8, donc ça c'est... Voilà, il y a un aspect cassage de bouche, on va dire, hein, pour résumer, peut-être plus généralement, qui fait totalement partie de l'identité de Denver. Et j'en parle aussi pourquoi? Parce que, bon, ça fait partie du bilan tactique contre donc ces Clippers, mais à noter que ça peut aussi totalement se transposer sur la série d'ensuite. La série d'après contre OKC, qui, hormis peut-être Hartenstein, a un personnel défensif qui est fantastique, hein, sur plein de domaines, l'horizontalité du jeu, etc. Mais peut-être pas sur ce côté puissance pure, quoi. Ce côté, pour utiliser l'anglicisme, de physicalité ou de dureté physique plutôt en français. Voilà. Peut-être que ça pourrait aussi se transposer, cet élément-là. Vu que ça fait partie de leur identité, c'est pas juste un hasard, hein, le fait de gagner un peu ces marges-là. Voilà, peut-être que ça pourra se transposer sur la série d'après, mais ça on verra pour le prochain podcast de preview contre OKC. Mais voilà, autant commencer par là, pour moi ça a été un élément crucial, et bon, on peut entrer un peu dans le détail, hein, si vous voulez, mais notamment l'aspect de la transition, la contre-attaque a été assez marquante, et notamment sur la fin de série, en fait. Notamment sur la fin de série. C'est peut-être un truc que, alors je sais plus si j'en avais parlé, je ne sais plus, dans les previews je parle tellement en ce moment depuis 2 semaines, mais je crois pas, donc c'est peut-être un truc que j'avais manqué. En tout cas, c'est un élément qui a été clé dans cette série, puisque Denver, voilà, comme je vous dis, c'est pas juste une carte à jouer sur la série qu'ils ont joué, c'est pas juste un truc, on le fait pas ça d'habitude, là on l'a fait parce que telle ou telle raison. Non, ça fait partie de leur identité offensive, de ce jeu de transition. Denver est élite en transition, en contre-attaque, cette saison, même depuis quelques temps. Mais notamment, ils sont élites, alors que, de l'autre côté, les Clippers sont pas si bons que ça en défense, de contre-attaque. Donc, voilà, il y a un peu cet aspect de, bon, on peut l'expliquer très simplement, hein, c'est Jokic qui, notamment, en partie, balance beaucoup de ballons vers l'avant avec son passing, où il prend des opportunités, il arrive à créer des opportunités que certains autres passeurs ne feraient pas, hein, après le rebond. Le fait aussi que, voilà, c'est un pivot, donc quand il prend le rebond, il peut directement balancer en avant en contre-attaque, donc c'est pas comme si, tiens, je prends le rebond et puis je dois donner à mon meneur, qui ensuite peut se projeter, mais on a déjà perdu du temps. Donc il y a cet aspect-là, et puis l'aspect également de Christian Brown, Michael Porter Jr., des mecs comme ça, Aaron Gordon, qui se projette très très bien en transition. Donc voilà, Denver globalement est élite un peu là-dessus pour plusieurs raisons sur la contre-attaque, et de l'autre côté les Clippers sont un peu moins bons. Je pense que c'est sans doute un peu lié à l'âge, notamment l'âge du roster, en partie l'aspect aussi que
finalement on a un pivot qui est plutôt lourd avec Zubac, donc c'est quand même, voilà, en général on voit qu'il y a un certain, peut-être pas causalité, mais une certaine corrélation entre les équipes qui sont un peu meilleures en défense de transition et qui ont dans le même temps des pivots plus légers, plus mobiles, et de l'autre côté les défenses qui sont pas très bonnes en transition, et corrélation également avec plutôt des équipes avec des pivots lourds. Mais voilà, c'est aussi une partie. Mais bref, en tout cas, quelle qu'en soit la raison, Denver était élite cette saison et les Clippers un peu moins en termes de défense là-dessus. Et notamment la fin de série. Ça a été assez marquant, je trouve, sur la fin de série, où bon, on est arrivé à 2-2. D'ailleurs, j'ai fait un podcast à 2 partout, si ça vous intéresse d'avoir plus de détails, d'avoir 2 heures en plus de tactique sur le début de série, les 4 premiers matchs. Mais c'est vrai que sur les 3 derniers, on a un aspect où, je peux vous dire, hein, les Clippers, en termes de défense de contre-attaque, je peux vous donner le rang de leur performance. C'était dans le 6e centile, 3e centile et 11e centile. Voilà, l'efficacité en transition concédée, l'efficacité autorisée sur les contre-attaques sur les matchs 5, 6 et 7, 6e centile, 3e centile et 11e centile. Centile, ça veut dire que la performance des Clippers, par exemple, match 5, 6e centile, était à peine mieux que 5% de tous les autres matchs joués cette saison 2025. Voilà, donc c'est très peu, évidemment. 3e centile, à peine mieux que 3%. Voilà. Et à l'inverse, une performance élite, ce serait 98e centile, par exemple, où ce serait mieux que 98% de tous les autres matchs qu'on a vus cette saison. Bref, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, grosso modo, on a mis l'accent sur la contre-attaque, à mon avis, sur ces matchs 5, 6, 7 côté Denver, et ça a marché. Ça a marché, ça fait plein de points bonus. Je pense que c'est aussi l'histoire du match 7, pour le coup, qu'on pourra expliquer aussi par ailleurs, mais il y a un aspect de contre-attaque qui est assez évident. Et bon, transition, d'ailleurs en transition, il n'y a pas que le fait de juste avoir un panier rapide au panier, mais ça a été fait également, avec juste les passes en avant de Jokic. Aussi, Jamal Murray qui est capable d'accélérer balle en main et de passer la pression et d'aller vite de l'autre côté du terrain. J'ai l'impression, je sors là à peine du match 7, j'ai l'impression d'avoir vu des tonnes et des tonnes de possession, de transition, de contre-attaque pour Denver sur ce match 7, mais pas que, match 5 et 6 également. Donc ça a beaucoup compté. Et puis transition, disais-je, pardon, il n'y a pas que le fait de se projeter et d'aller vite, il y a aussi la création de mismatch en transition. C'est-à-dire, notamment, Gordon qui se projette très vite avant tout le monde en contre-attaque et qui en fait, soit il prend sa position en poste bas avant que la défense soit revenue et soit bien en place, donc premier élément, voire même, encore plus, bonus, il arrive à obtenir la position en poste bas en contre-attaque, voire, encore mieux, face à un mismatch. Face à un plus petit, parce que sur le repli, tu choisis pas toujours qui tu défends, tu reviens le plus vite possible, tu essaies de couvrir le plus de brèches possible, et après on s'organise. Mais voilà, le fait d'accélérer Gordon en transition fait qu'il a eu pas mal de ce genre de cross-match, comme on dit, donc des mismatchs, hein, des mauvais match-up face à lui, parce que c'est grâce à la contre-attaque. Donc voilà, un peu ce côté contre-attaque, et puis évidemment, le côté aussi rebond offensif. Et là, pas que sur la fin de série, on avait déjà parlé aussi, quand on a fait le bilan à deux partout, Denver a gagné largement cette bataille du rebond offensif, en un sens. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est leur identité. Gordon, excellent. Michael Porter, excellent. Jokic, évidemment, excellent, etc., etc. Donc ça, ils sont élites dessus intrinsèquement. C'est pas que une carte tactique à jouer sur la série. Ils sont très bons là-dessus. Plus le fait également que, Jokic était défendu par Zubac. Zubac, plutôt un très bon rebondeur défensif. Mais le problème, c'est que, on va en parler, mais Jokic a souvent été dans le périmètre, avec un plan de jeu offensif qui tournait autour de Jokic, non pas au poste bas, mais dans le périmètre. Donc, en fait, de facto, il y avait aussi un aspect où Jokic arrivait à éloigner du panier en partie Zubac sur ses possessions offensives de Denver. Et donc, Zubac, quand il est loin du panier, il peut pas être... ou alors même quand il défend le ballon, hein, même quand il doit défendre Jokic, il doit le suivre sur un drive, etc. Même s'il est proche du panier, il défend le ballon, il conteste le tir. Donc, il peut pas être entre guillemets libre en deuxième rideau pour prendre le rebond. Donc ça a été sans doute empiré de par le match-up, de par le fit tactique qui n'a pas été hyper bon de ce point de vue-là. C'est que Denver était bon au rebond et en plus ils ont affaibli le rebond défensif des Clippers. Donc ça a marché. Et d'ailleurs, il y a 5 matchs sur 7 donc 5 sur 7, quasiment l'intégralité de la série où Denver fait des scores de rebond offensif soit très bons, soit élite. Et bon, si vous allez voir la stat, vous allez voir que le match 7 que j'ai inclus là-dedans n'est pas si incroyable que ça, mais bon, le match est un peu bizarre d'un point de vue stat parce qu'ils ont plié l'affaire assez rapidement, donc il y a eu tellement de garbage time. Après, c'est pas pareil quoi, la fin de match, mais on va dire que le match a duré 2 quarts et demi, vous serez d'accord avec moi. Mais clairement, les stats ne reflètent peut-être pas ça parce que les stats, quand est-ce qu'on les arrête, quand est-ce qu'on les prend, etc. Il y a beaucoup de garbage time. Mais même match 7, moi, ça a été marquant sur ce dernier match de à quel point Denver a appuyé là-dessus quoi. Il a fait
fait mal. Donc en fait, même, je crois que je l'ai dit hein, sur Twitter, et je me le disais, j'arrêtais pas de me le dire, c'est pour ça que je l'ai tweeté. Mais où seraient les Denver Nuggets sans la transition et le rebond offensif dans cette série? Où seraient-ils? Et moi, je pense que ma réponse, c'est ils seraient éliminés. Mais c'est pas pour enlever du crédit à Denver, au contraire. Justement, ils ont ça et ils sont assez proactifs dessus. Faut pas penser que c'est un peu le hasard, le jeu de bah tiens, il y a des matchs on est bon au rebond et d'autres fois bon c'est la fatalité, on est moins bon et des fois on prend pas de rebond offensif ou il y a des fois il y a pas d'opportunité en transition, etc. Non, il y a un vrai crédit à leur donner parce que c'est pas une fatalité. C'est un élément, deux éléments sur lesquels ils sont proactifs. Donc je voulais absolument commencer par ça, les marges, le rebond offensif, la transition, c'est pas rien et ça a permis de largement compenser pour moi. Sans peut-être aller, on va se corriger, sans aller jusqu'à dire que Denver était moins bon sur demi-terrain. En tout cas, ces marges ont permis de compenser une bataille plus équilibrée sur demi-terrain. Voilà, peut-être ça vous voit, peut-être si vous êtes fan de Denver, vous êtes moins énervé avec moi si je dis ça. Mais voilà, encore une fois, je répète, c'est pas du tout pour discréditer Denver. Au contraire, c'est pour dire à quel point leur palette tactique est variée. Soit on peut être un enfer sur demi-terrain, sur ce jeu d'échecs avec Jokic, etc. Soit aussi on a cette autre carte de tiens, allons chercher des points à la marge. Bref, voici un peu pour le topo très très général à mon avis, mais continuons un peu là-dessus dans le bilan de cette série. Pour moi, comme dit, pour continuer un peu là-dessus, pour moi le bilan après 4 matchs, et c'est le même après 7 matchs, je viens de le dire, pour moi déjà le bilan après 4 matchs, on l'avait dit, mais les Clippers me semblaient meilleurs. Et je peux réitérer ce bilan après 7 matchs, j'avais l'impression que les Clippers étaient meilleurs. Alors c'est peut-être une impression un peu bizarre, c'est peut-être... parce qu'après, il y a le résultat, vous pouvez me balancer à la figure le résultat, mais je ressors un peu de cette série, y compris après 4 matchs, mais aussi après 7, donc, finalement, les Clippers, c'était pas mal. Mais, les Clippers, c'était à 2-2, après 4 matchs. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a une fin de match du match 1 qui est totalement loupée de la part des Clippers. Et ça, je pense qu'ils peuvent s'en mordre les doigts beaucoup, vraiment énormément. Et voilà, c'est pas pour dire ah bah mince, c'était la meilleure équipe après 4 matchs et pourtant ils étaient que à 2-2. Oh, pas de chance pour les Clippers. Non, là aussi il y a une partie de crédit ou plutôt de discrédit à leur impliquer directement. Faut pas penser que c'est un manque de chance ou quoi. Non, ils ont mal géré le match 1, ils ont très mal géré la fin de match 1 et donc ça leur a coûté un match avec un comeback un peu de nulle part. C'est très dommage, mais c'est de leur faute en même temps. Donc voilà, ils avaient fait une très belle perf, mais ils ont perdu le match. C'est un peu dommage, sur une série à peine 7 matchs, au meilleur des 4 matchs, tu peux pas te permettre, à mon avis, de laisser filer des matchs comme ça quand tu as été meilleur sur 90% du match, donc un peu dommage. Et puis il y a aussi, vous le savez, le match 4 avec le buzzer beater de Aaron Gordon, la claquette dunk au millième de seconde près. Bon, on va dire que là c'est un match un peu plus disputé, là il y a un peu plus un aspect aléatoire, un aspect manque de chance peut-être, on peut dire pour être gentil avec eux. Voilà, ça pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire de leur côté. Il y a un buzzer beater qui est prêt à 1 milliseconde près, il compte pas. Bon, bref, vous avez compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, au bout de 4 matchs, j'avais l'impression que les Clippers étaient meilleurs que Denver, mais il n'y avait que 2-2. Et c'est un problème, et c'est de leur faute, parce que quand tu as moins de victoires que tu aurais dû, et que la série devient de facto au meilleur des 2 matchs, il reste match 5, 6, 7, donc c'est le premier à 2 matchs à 2 victoires, on va dire. En fait, ça se joue à un échantillon qui est beaucoup plus réduit maintenant. Ça se joue littéralement à maximum 3 matchs et ça peut être 2 matchs. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a exactement le scénario que tu n'aurais pas voulu, c'est-à-dire tu as laissé filer des victoires que tu aurais dû sans doute avoir, à mon avis, mais c'est aussi un peu de ta faute. Tu as laissé filer des victoires et sur un échantillon plus petit, tu t'exposes à petit échantillon, veut dire possibilité de variance au niveau du shoot. Et pour moi, le match 5, c'est exactement ce qui s'est passé. T'es à 2-2, tu te dis bon, on est que à 2-2, mais on a mieux joué, on s'est fait avoir par un buzzer beater, on a perdu le match 1 alors qu'on était quand même un peu meilleur sur 80-90% du match, etc. Tu te sens bien, quoi. Tu te dis ouais, on joue mieux, quoi. Et sauf que tu arrives au match 5 et là tu prends en fait la pluie de 3 points, quoi. Jamal Murray game, évidemment. Jamal Murray, on l'avait dit. Alors c'était pas un ajustement possible, c'était c'est un élément à surveiller plutôt. C'était pas un ajustement tactique, c'était un élément à surveiller de à quel point va-t-on retrouver sur la fin de série quand on avait fait le podcast à 2-2, je veux dire. On avait dit à quel point on va retrouver un bon Jamal Murray. C'est bon, on l'a vu. On a eu un Jamal Murray game qui d'ailleurs a été très bon sur les 3 derniers matchs de la série. Donc ça change tout. Et même au-delà du Jamal Murray game, dans ce match 5, où il est fantastique, et voilà, il y a un côté variance aussi chez lui, assez aléatoire, mais parfois ça tombe du bon côté, et tant mieux. Les Nuggets, en tant qu'équipe, ont shooté à 51% à 3 points sur ce match. Et là, tu te dis, bah mince quoi. Mince, on a mieux joué,
et sauf que tu arrives au match 5 et tu perds 3-2 parce que tu te prends une plus de 3 points, et ça peut arriver. C'est la nature aléatoire du shoot et du 3 points. C'est qu'il peut y avoir de grandes variances, c'est que plus tu réduis l'échantillon de matchs restants et le nombre de matchs sur lequel, entre guillemets, ça va se jouer, plus tu peux être fragile et tu peux plus tu peux être exposé à ce genre de risque de sur un match ou deux, ils peuvent péter à 3 points sur chauffe et t'y peux rien, quoi. Et que même sur ces matchs-là, tu peux toi-même être encore meilleur dans le jeu, mais si les mecs ils mettent tous leurs 3 points ouverts ou pas ouverts, d'ailleurs, t'es mal, quoi. Et donc là, match 5, c'est exactement ce qu'on a eu pour moi. Et malheureusement, ça s'est un peu poursuivi en fait. Ça s'est poursuivi sur le reste de la série parce que match 6, ils sont également à 42% à 3 points, les Nuggets. Même si les Clippers ont gagné, mais le 3 points était encore là. Et puis match 7, la stat du match complet dit 38, mais encore une fois, attention au stade de match 7 parce que beaucoup de garbage time, etc. etc. Donc la fin de match compte pour du beurre quand il y a des mecs sur le terrain qui n'ont pas vu le terrain de toute la série, c'est que voilà, le match était plié, donc attention au stats, mais l'impression qu'on a sur 2 quarts temps et demi, l'impression tactique, visuelle, vous l'appelez comme vous voulez, c'est que Peyton Watson qui est abandonné à 3 points par Kawhi Leonard qui veut aider, Peyton Watson qui met le 3 points ouvert, Westbrook qui met un 3 points ouvert dans le corner, Westbrook qui met un pull-up à 3 points également, Christian Brown qui met 2 ou 3 ou même plus, 3 ou 4 même, 3 points sur ce match-là d'un coup, que des catch and shoot, il les met. Voilà, clairement pour moi il y a un aspect où tu arrives à 2-2, tu te dis bon, on est bien, on est en contrôle, et en fait tu te prends, ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver, le risque de la variance, le risque de du 3 points qui tombe pour l'adversaire, quoi. Et ça, t'y peux rien, c'est aléatoire, et ça peut arriver, ça t'est arrivé, et en plus ça a pas aidé dans ce match 7 quand Peyton Watson qui est un non-shooter met ses tirs, Westbrook aussi a mis ses tirs sur toute la série d'ailleurs au passage, mais Christian Brown aussi, etc. Et de l'autre côté, toi, tu fais jouer un Bogdanovic pour des séquences offensives et lui il met pas ses tirs. Bon, effectivement, là, c'est d'autant plus dommage sur ce match 7 que ça n'allait que dans un sens. Et d'ailleurs, au passage, je pense que match 5 et match 7, il y a sans doute cet effet peut-être de jouer à la maison, en un sens. En tout cas, clairement, sur le match 7, il y avait un tel engouement, je trouve, où, là, c'est pas tactique, c'est vraiment un aspect de, je dirais pas d'alchimie, mais un truc où, en fait, tout allait bien, quoi, pour Denver. Tout allait bien, on l'a vu dès le début de match. Donc voilà. Le risque, c'est que tu te dis, ouais, on a mieux joué, mais voilà, tu te prends des plus de 3 points, match 5 surtout, et match 7 également. C'est un peu ça qui a permis de faire la différence. Donc voilà, le risque de la variance à 3 points qui est venu un peu te punir. Et là encore, j'insiste, mais les Clippers, en un sens, n'auraient pas dû être à 2-2, mais le n'aurait pas dû, c'est c'est de leur faute, encore une fois. J'insiste, mais c'est de leur faute, c'est pas ils n'auraient pas dû, oh mince, la fatalité, le destin, le pas de chance. Non, c'est les gestions de fin de match, notamment le match 1, qui sans doute, tu vas t'en mordre les doigts pour très longtemps, quoi. Parce que match 4, c'est un buzzer beater, d'accord, mais match 1, à mon avis, tu peux regretter. Parce que c'est pas pareil, si t'es à 3-1 dans la série, si tu prends une pluie sur le match 5, mais qu'ensuite tu conclues à la maison, je crois, le match 6, voilà, t'es à 4-2, c'est fini, c'est plié, quoi. Donc voilà, les détails, mais qui n'en sont pas. Et le fameux j'ai mieux joué mais j'ai perdu la série, et non seulement on s'en fiche en un sens parce que t'as perdu la série, quoi, mais en plus c'est aussi un peu de ta faute, quoi. C'est pas que la faute à pas de chance. Je veux quand même insister là-dessus parce que encore une fois, d'un côté Denver, le surplus de points qu'ils ont eu par rapport au demi-terrain, mais le surplus de points, de transition, de marge, de rebond offensif, il faut leur donner ce crédit-là. Et de même pour le côté les Clippers étaient meilleurs mais n'ont pas gagné le match, il faut leur donner ce discrédit également. Des fins de match qui n'ont pas été bien gérées, et un match 7 d'ailleurs également qui n'a pas été très bon, on va y venir aussi, mais tiens, d'ailleurs allons-y directement. Le match 7, qu'est-ce qui s'est passé? Le run de deuxième mi-temps, vous l'avez vu, un retour de vestiaire, un gros run, notamment beaucoup de transitions, beaucoup de 3 points, tout allait bien, franchement tout allait bien côté Denver. On a rapidement eu plus 25, troisième quart-temps on a eu plus 25 et puis c'était fini, quoi. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce run là, je trouve. Deuxième mi-temps d'ailleurs, toujours, on a testé, au bout d'un moment, Tyronn Lue s'est dit, bon, tant pis, je vais tester des line-up plus petits face à Jokic, parce que perdu pour perdu, allons-y, c'est un peu inhabituel, ça a quasiment été jamais fait, parce que ça avait été testé avec Ben Simmons, mais c'est pas pareil. Là, c'était avec Derrick Jones Jr., notamment, en poste 5, entre guillemets, ou en tout cas en seul gros, donc un peu plus de spacing, un peu plus de mouvement, etc. Bon, ça n'a pas marché, évidemment. D'ailleurs, ils se sont fait manger sur le rebond offensif et le rebond défensif également. Mais c'est pas que ça, il n'y a pas que le run de la deuxième mi-temps. Il n'y a pas que eu le all-in de deuxième mi-temps qui n'a pas marché, qui s'est retourné contre eux-mêmes et qui les a enterrés, ce all-in sur le small ball. Même en première mi-temps, pour moi, c'est pas normal. Première mi-temps, tu perds les minutes où Jokic est sur le terrain. Pardon, où Jokic n'est pas sur le terrain. En tant que Los Angeles Clippers, donc je parle, tu as perdu
ces minutes-là, ou d'habitude, c'est un peu l'inverse. D'habitude, c'est mince, à Denver, comment est-ce qu'on fait pour gérer quand Jokic se repose? Il faut quand même bien qu'il se repose quelques minutes. Là, on a clairement un aspect où, en fait, le shot-making était là. Côté Denver, ils sont arrivés à développer des actions. Alors, j'ai plus exactement le déroulé, peut-être je peux arriver à le trouver vite fait, mais le déroulé des actions, mais grosso modo, c'est panier sur panier sur panier sur panier. Et de l'autre côté, les Clippers qui n'ont pas scoré. En plus, dans une bataille d'ailleurs, au passage, bataille de small ball, parce que quand Jokic est allé sur le banc, on a vu que Zubac aussi, donc un peu alignement des minutes des gros, on va dire. Et voilà, ça, c'est quand même mauvais signe pour moi. Jusqu'ici, les Clippers, c'était pas mal sur ce match-là, mais Jokic sort et tu perds ces minutes-là. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans ces minutes-là où Denver revient et passe devant et ensuite ne sera jamais rattrapé. C'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, c'est à noter dans ce bilan, mais bref. Et l'autre histoire aussi de ce match 7, pour moi, ce sont les turnovers. Qui, souvenez-vous, on a parlé de la transition. La transition a aussi été beaucoup débloquée parce que les Clippers ont fait sur ce match 7 beaucoup de pertes de balles. Et c'est vrai que, en plus, j'ai envie de dire, tactiquement, il n'y a rien eu de différent, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de révolution tactique de la manière d'aborder ces Clippers pour la défense des Nuggets. Tactiquement, c'était à peu près pareil que d'habitude. C'est juste que, entre guillemets, l'exécution a été meilleure, et les Clippers qui ont été moins bons, avec des turnovers forcés, mais parfois non forcés. Et là, peut-être que la gestion, à l'extérieur, à domicile, la pression au match 7 peut-être a joué en un sens, je ne sais pas. Mais clairement, ça a été un tournant. Par exemple, un truc, une stratégie qu'on avait développée au match 6, qui était de mettre Jokic sous le panier plutôt que l'impliquer sur pick and roll. On a vu plein de séquences où là, match 7, ça n'a pas marché. Et des séquences où le Jokic fait des interceptions, où ça vient aider, puis côté fort, côté faible, ça fait l'interception, etc. De la pression qui a été mise sur Kawhi Leonard et qui a donné des turnovers. Bref, beaucoup trop de pertes de balles sur ce match 7 des Clippers, qui est un peu inédit pour le coup. Sans que, en plus, comme dit, Denver fasse quoi que ce soit de différent, en mode tiens, on sort un schéma tactique défensif un peu novateur, un peu inédit, et c'est ça qui va nous permettre de gagner. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu ça. Et le problème, c'est que en fait, les Clippers ont été élites sur toute la série, quasiment, sur les pertes de balles. Ce qui veut dire que, à part 2 matchs, les Clippers n'ont perdu que très peu de ballons. Ce qui paraît normal, puisque un de tes 2 moteurs, c'est Harden qui fait des pick and roll et qui fait assez peu de pertes de balles, il est assez propre. Et de l'autre côté, c'est Kawhi Leonard qui fait encore moins de passes. Juste, il a le ballon, il prend des tirs, hein, je caricature. Mais voilà, il y a ce côté où c'est une attaque qui est assez peu fluide, beaucoup de passes, beaucoup de mouvements. Donc, il y a moins de risques, il y a moins de prise de risque dans les passes, moins de turnover. Mais, match 1, notamment la fin de match, le comeback, c'est à cause de ça également. Beaucoup de pertes de balles sur le match 1. Donc ça, tu t'en mords les doigts. Et puis match 7. Match 7, pas bon du tout, alors que tu avais été élite sur le reste de la série. Et ça, c'est un peu dommage parce que ces turnovers ont donné des points faciles en contre-attaque pour les Nuggets, plus que d'habitude, je trouve. Donc voilà, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre, et d'ailleurs, tant qu'on est un peu là-dessus, de l'autre côté, en plus, les Clippers n'ont pas tant que ça également, eux, compensé et égalisé ou rattrapé les Nuggets sur le jeu des possessions, sur le jeu des marges. Eux-mêmes, les Clippers n'ont pas pris tant que ça de rebonds offensifs sur la série. Donc il y a un peu un manque à gagner en termes de nombre de possessions, en termes de nombre de tirs au final que tu as. Parce que là où Denver allait chercher des 2e chances, 3e chances, etc., les Clippers y sont allés beaucoup moins. Donc, d'ailleurs, c'est toute la fin de série, un match que je retrouve ici, mais je crois que ouais, c'est ça, non, même pas que la fin de série. Il y a un match où ils sont bons, c'est le match 3, rebond offensif, mais sinon, c'est que des perfs qui sont toutes en dessous de la moyenne. Donc, on a aussi cet aspect de, au-delà de la tactique, mais sur un aspect un peu, si on dézoome, un peu macroscopique, sur ce jeu des possessions, les Clippers ont été largement dépassés parce qu'ils ont donné des 2e chances à Denver et eux-mêmes n'ont pas réussi à en prendre à Denver. Donc voilà, la bataille du rebond qui a été un peu marquante pour le coup. Bon, après qu'on a un peu fait ce bilan général, plus le match 7, si ça vous dit, on peut rentrer un peu dans le détail. En tout cas, bilan rapide, on va pas faire le détail qu'on avait fait dans les 2 heures il y a quelques jours, quand le podcast, quand la série était à 2-2. Mais juste pour dire, alors, bilan, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'a fait la défense de Denver sur cette série-là, qui a bien marché? On avait dit d'entrée de jeu, là où le fit était pas très bon pour Denver, c'est que les Clippers sont pas une bonne attaque, mais une bonne attaque de pick and roll. Donc, c'est vrai que, assez intuitivement, on pouvait se dire, Denver, eux, leur point faible, c'est
en partie le pick and roll, en partie Jokic qu'il faut protéger, donc il y a des mécanismes. En plus, les mécanismes qu'on connaît, c'est-à-dire on le fait monter haut et puis on va le protéger derrière, on le cache dans une espèce de prise à deux, on lui fait faire un edge, un 2 contre 1, comme ça on le cache, et puis il peut pas te cibler individuellement. Et puis ensuite on protège derrière, hein, c'est un peu l'idée de Denver. On a vu que cette année, c'était pas bon du tout les rotations en deuxième rideau, et c'est un peu inédit hein, dans le cycle, alors cycle Mike Malone il est plus là, mais dans le cycle Jokic on va dire, c'était un peu une année inédite en termes de mauvaise défense en deuxième rideau. Là, on a vu que, premièrement, c'est ce qu'il faut dire, on a retrouvé totalement ça. On a serré les vis côté Denver. Je sais pas si c'est David Hanelman, je sais pas si c'est le fait qu'on soit en playoff, donc tout le monde était plus concentré. Westbrook, Jamal Murray notamment, qui en saison régulière n'avait pas été bon. Là, ils ont été bien meilleurs, même Westbrook parfois très bon sur certains passages. Bref, il y a un côté où le deuxième rideau a totalement été retrouvé pour le coup. Donc ça a été un énorme plus. Mais bon, bref, sur le pick and roll, donc, pour détailler un peu la bataille tactique, ce qui a été fait au début, c'était des edges, justement. Donc, on fait monter Jokic au niveau de l'écran, on le fait faire ces fameux 2 contre 1 pour protéger derrière. Bon, il se trouve que ça a un peu marché, mais pas tant que ça, puisque, mine de rien, Harden était prêt, il libère la balle par-dessus le 2 contre 1, et puis ensuite, Zubac, pour gérer le surnombre derrière, il est très bon. On a vu des cuts de Chris Dunn dans le lot de la défense, etc. Quand tu surcharges le terrain pour compenser Jokic, ça veut dire que côté faible, il y a quelqu'un qui a abandonné, etc. Le passing de Zubac, le scoring de Zubac aussi là-dessus. Voilà, même si tu fais la rotation sur Zubac, imaginons c'est Michael Porter Jr. ou Westbrook qui fait la rotation sur Zubac, Zubac, il est même pas obligé tout le temps de faire la passe. Il peut aussi juste faire comme un de facto post-up par-dessus Westbrook et il fait son hookshot. Et donc même si la rotation elle vient à temps, bon Zubac étant plus grand, il y a ce côté très bon finisseur, mais qui est un point clé de la série aussi, hein, de Zubac qui n'a pas tant été créateur en post-up on va dire sur la série, mais qui a été un atout de luxe je trouve sur ça. Et sans doute on sous-estime un peu ça parce que il y a un aspect où c'est pas forcément un mec très vertical, très explosif, très aérien en pick and roll, mais il y a un peu cette science de je peux scorer plus loin du panier et puis je peux en fait une fois que j'ai la balle dans la raquette, je peux faire un post-up, quoi, grosso modo. Donc, même quand il y a la rotation qui vient sur moi, je peux la battre. Donc, bref, on a commencé en edge. La question, c'est aussi, est-ce qu'on fait des drops face à Harden? Est-ce qu'il a encore du jus pour attaquer avec son drive? Parce que voilà, il est plus vieux qu'il y a 4-5 ans, donc il a plus autant de drive qu'avant. La réponse a été oui. La réponse a été oui dès qu'on a un peu testé match 1 et match 2 surtout. Match 2, on a beaucoup alterné. Hein. C'était un peu le play call, c'est d'alterner d'une position à l'autre edge et drop. Donc je monte au niveau de l'écran et puis la position d'après, hop, en fait non, je reste très bas pour un peu avoir un élément de surprise, hein, à la fois sur Kawhi Leonard et sur Harden. Mais voilà, globalement, on a vu qu'on pouvait pas trop se permettre de faire un drop. Je trouve que Harden là-dessus a été très bon pour soit faire des pull-ups à 3 points en sortie du pick and roll, soit carrément faire des drives, aller jusqu'au panier. Et donc on s'est rendu compte que, bon, l'option de drop face à Harden, finalement, ne la tentons plus parce qu'il peut nous punir. Hein, si Jokic il reste bas, en sortie du pick and roll, il reste bas par rapport au niveau de l'écran, en l'occurrence, il n'est pas bon en drop, Jokic. Donc, si tu lui fonces dessus, si tu drives comme Harden pouvait le faire il y a 4-5 ans, et peut encore le faire donc aujourd'hui un peu, au moins, bon, c'est pas rentable. Donc, voilà, ça, on a un peu abandonné. Et puis non, en fait, le truc important, je trouve, dans cette série, et j'apprécie que Denver se soit adapté, notamment par rapport au tout début de la série, le match 1, il s'était pas très bien, et finalement, ils se sont adaptés même, y compris dès le match 1, c'est la question du spacing, en fait. Le spacing et le fait que, en vérité, Tyronn Lue et les Clippers voulaient que Chris Dunn joue pour la défense en premier rideau sur Jamal Murray, ce qui, à mon avis, était un peu évitable. T'avais pas besoin d'avoir un tel premier rideau, mais c'est pas grave, passons. Mais il y a un aspect où, en fait, tu offrais un non-shooter. Tu offrais une valve de décompression, comme on dit, où, en fait, tu peux mettre la pression ailleurs, tu peux faire des rotations agressives ailleurs, et tu as toujours cette valve de décompression où tu n'as pas besoin de faire la rotation. Tu peux faire de la rotation, tu peux mettre de la pression sur le ballon, tu peux faire une rotation sur Zubac, tu peux faire une rotation sur Powell, etc. dans la débandade, mais tu sais que tu as toujours un truc où, c'est pas grave, si le ballon arrive sur Chris Dunn, on sait que on pourra se rattraper, on pourra revenir à temps dans la possession, parce qu'on n'aura pas besoin de faire cette rotation-là. Pardon. Vous voyez un peu l'idée. Valve de décompression de la défense. Et ça a été un peu un thème de toute la série, je pense. Bon, début de série, il a mis ses tirs, hein, Chris Dunn, notamment le match 1, mais même match 2, il a mis ses tirs à 3 points, donc tant mieux pour eux. Mais même dès le match 1, on a vu que deuxième mi-temps par rapport à la première, on commençait de plus en plus à ne pas le respecter, et tant mieux, je pense que c'était la bonne chose à faire. Et je trouve que ça a peut-être été un peu le truc sur lequel Tyronn Lue s'est un peu planté, à mon avis. C'est sur la fin de série d'insister un peu trop avec Chris Dunn. J'avoue que j'aurais beaucoup aimé, préféré qu'on réduise ces minutes Chris Dunn, parce qu'en plus on va y venir, mais voilà, Jamal Murray il peut pas trop t'attaquer en isolation, donc je veux dire tu pourrais te permettre d'avoir un défenseur un peu moins bon en premier rideau
et c'est pas grave. Donc t'as pas besoin de Chris Dunn, puisque Jamal Murray, son mode de fonctionnement, c'est le pick and roll. Donc bref, il n'y a même pas besoin d'avoir un tel premier rideau. Et je suis un peu déçu parce qu'on a mis du temps à s'adapter. Il a mis du temps à faire jouer beaucoup Bogdanovic. On a vu que d'ailleurs le match 6, ça a été l'ajustement du match 6 qu'ils ont gagné. Les Clippers, c'est deuxième mi-temps, plus de Chris Dunn du tout, et Nico Batum qui nous fait le Nico Batum game en étant titulaire, deuxième mi-temps, etc. Ça, vous l'avez vu. Et en effet, on a vu que quand t'as Batum à la place de Chris Dunn, t'as un spacing qui est très différent. On a vu que dès que ça venait aider sur Harden, à une passe près, on avait Batum qui mettait un tir, plus de spacing, on peut driver, puis driving kick, etc. Enfin voilà, ça changeait tout. Ça changeait la géométrie du terrain, littéralement. Donc je suis un peu déçu que on ait mis à ce point du temps dans la série à un peu éliminer les minutes de Chris Dunn, malheureusement, et même plus précisément, bon, tu l'as pas fait toute la série, mais d'accord, tu arrives au match 7 et de nouveau Chris Dunn titulaire, et de nouveau Chris Dunn avec pas mal de minutes, au moins première mi-temps, deuxième mi-temps ça n'a plus été le cas, mais voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, et à mon avis, c'est pas anodin, parce que c'est un peu l'explication de pourquoi est-ce que, bon là je parle de pick and roll, mais pareil pour isolation, pareil pour un peu tout, comment est-ce que Denver s'en est aussi sorti pour défendre ses Clippers, mais notamment le pick and roll, qui est assez efficace. Bon ben voilà, les schémas de Denver étant assez agressifs en soi, de monter sur Harden 2 contre 1 et puis protéger derrière, ça, contre un spacing parfait, t'es mort. T'es mort parce que la balle bouge plus vite que les joueurs, donc on arrive à trouver en 2 extra passes ou même en une, on arrive à trouver le joueur ouvert qui a été abandonné pour que la pression se mette côté droit. Ça veut dire que côté gauche, il y a un mec qui a été abandonné mécaniquement. Et le fait d'avoir un non-shooter sur le terrain fait que Denver pouvait déployer ses schémas sans craindre d'être puni, pour un peu caricaturer. Et c'est un peu dommage côté Clippers. C'est un peu dommage. De l'autre côté, c'était quoi les autres options? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire jouer un peu plus Bogdanovic? Je pense que oui, mais Bogdanovic a aussi été beaucoup ciblé en défense, je trouve, de l'autre côté. Donc ça, très beau travail de Denver pour justement limiter et empêcher le minutage élevé de Bogdanovic. On le cible le plus possible et dès qu'il est sur le terrain pour qu'il puisse pas être sur le terrain et qu'on puisse avoir un non-shooter à sa place. Voilà, un peu les fameux vases communicants attaque-défense, vous avez l'habitude maintenant. Mais non, l'autre option, c'était Batum. Et je comprends pas trop. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas insisté sur Batum, notamment match 7, un peu plus pour moi, bon, tu peux tester en début de série. En plus, Chris Dunn a mis ses tirs en début de série, pardon. Donc, ok, t'arrives à 2 partout. Bon, ça me choque pas de commencer une série comme ça. Mais par contre, en milieu de série, après un 2 partout, tu peux te dire, et si on y allait un peu plus franco, quoi. Et si peut-être on faisait un ajustement un peu plus marquant, qui aura d'autres compromis, comme par exemple, si on fait jouer 30 minutes Bogdanovic, il va falloir le protéger lui, quand il se fait attaquer, mais peut-être un choix à faire, quoi, pour le coup. Et ça n'a pas été fait, Batum non plus. Et Batum, je sais pas si le choix c'était par conservatisme, mais ça m'étonnerait avec Tyronn Lue, qui justement est un coach qui n'a pas du tout peur d'être proactif et au contraire de faire des gros coups. Donc je pense que c'est peut-être aussi une question de minutage et d'âge avec Batum, parce que mine de rien, il nous a fait un match fabuleux, mais bon, il reste un peu vieux, quoi. Enfin, il est un peu vieux, malheureusement, le Batum, hein, souvenez-vous. Le mec, il date de l'époque Mathusalem, quoi. Enfin, d'ailleurs, Mathusalem. C'est marrant, dans cette série, il y avait 3 joueurs de la draft 2008 qui ont joué. Alors qu'il y a des classes de draft, genre 2010, où il n'y a plus personne en NBA, donc à part Paul George. Mais en 2008, il y avait encore Westbrook, Jordan et Batum. Mais non, bref, excusez-moi, pardon pour la parenthèse. Mais voilà, à quel point est-ce que c'est pas une question d'âge aussi, et donc de jus, en fait, très simplement. Est-ce que Batum aurait été capable de donner 35-40 minutes sur un match 7 de spacing plus défense? Parce que, voilà, comme dit, hein, quand le spacing c'est bien, mais sauf qu'en défense, si tu remplaces Chris Dunn, c'est à toi de te taper d'être le premier rideau sur Jamal Murray. Donc c'est quand même assez énergivore. Donc c'est aussi à garder en tête. Moi, bon, c'est facile à dire de ma position dans ma chambre comme un connard qui réfléchit qui a aucune conséquence, mais moi je l'aurais tenté. Et je pense qu'un match 7, ça aurait pu se faire. Et même plus que match 7, match 5, 6, 7, quoi. À la fin de série, j'aurais voulu voir un peu plus de ça. Après, l'autre option, c'était Derrick Jones Jr. aussi, qui a eu un temps de jeu assez régulier sur la série. Le problème de Jones Jr., c'est on parle de joueur à variance, on est là-dessus avec lui. C'est-à-dire que même les playoffs l'an passé, hein, souvenez-vous, il fait des gros playoffs au tir notamment, sur certaines séries, sur certains matchs, il met tout face à OKC, etc. Mais voilà, c'est un peu qui tout double. C'est un mec qu'on n'hésite pas à abandonner à 3 points. Et donc là, notamment en plus, match 7, bon, je crois que c'est lui qui a été un peu plus utilisé, ou même lui, d'ailleurs, c'est peut-être lui qui a été titulaire deuxième mi-temps, je crois. J'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure avec Batum. Mais bref, grosso modo, il était ouvert à 3 points et il n'a pas été capable de les mettre. Mais en même temps, tu peux pas lui en vouloir. C'est Derrick Jones. Je veux dire, si Curry avait mis 0 sur 4 en catch and shoot dans ces situations, oui, t'aurais dit, bon, bah ça, c'est pas normal. Par contre, Derrick Jones,
bon, bah, tu peux faire le pari si tu veux, mais c'est pas anormal en un sens. Donc voilà. C'est bon, on y viendra aussi, je pense, mais c'est par rapport au cas Paul George. Mais bref, fermons un peu cette parenthèse. Non, alors après, vu que le pick and roll était plutôt bien contenu, plus ou moins début de série, ce qui a été fait, on l'avait un peu décrit, c'est que match 6, on change de stratégie. Et plutôt que d'impliquer Jokic sur pick and roll, où on sait que ça va déclencher les schémas en deuxième rideau, qui donc, contrairement à la saison régulière, étaient bons, les schémas en deuxième rideau qui fonctionnaient très bien côté Denver, ce qu'on a fait, et ce que Tyronn Lue a fait, c'est qu'il a changé de plan de jeu. Et à la place, plutôt que d'impliquer Jokic sur pick and roll, il est allé le cibler en tant que protecteur de panier. Voilà, ce qui peut paraître assez logique et intuitif, hein, pour le coup, en disant, bah oui, c'est normal, c'est pas un bon protecteur de panier, c'est vrai. Mais on va dire que d'habitude, le truc que font le plus d'équipes, c'est de mettre Jokic sur les pick and roll, de l'impliquer sur le ballon et dans le périmètre et sur pick and roll, parce que c'est là que peuvent être faits le plus de dégâts possible, on va dire. Et c'est comme ça qu'a commencé la série les Clippers, qu'ont commencé la série les Clippers, pardon. Et en effet, ça marchait, mais ça marchait, voilà, c'est jamais tout blanc tout noir. Il y a des bonnes séquences des Clippers, il y a aussi des très bonnes séquences défensives de Denver, surtout quand on ne respecte pas un non-shooter sur le terrain ou deux. Ça permettait encore plus de déployer cette défense de deuxième rideau très compétente. Donc, ajustement, au bout d'un moment, Tyronn Lue, match 6, dit, bah non, arrêtons de le cibler comme ça, puisque ça marche pas. Derrière, il le protège bien. On va le cibler, on va le mettre sous le panier. Voilà, donc plutôt que Zubac, tu poses un écran. Zubac, tu te places sous le panier, dans ce qu'on appelle le dunker spot, donc sous le panier. Et en fait, on va faire driver Harden 1 contre 1. On va faire driver Kawhi 1 contre 1. Ou alors, juste on fait des pick and roll entre petits. Le poseur d'écran va être un petit, plutôt que Zubac. L'idée, c'est quoi? C'est que, grosso modo, on va attaquer Jokic sous le panier. Et que Jokic, ce n'est pas Draymond, ce n'est pas Jaren Jackson, c'est pas Mobley, c'est pas Gobert. Et donc, les fameux 1 contre 2, il peut pas les gérer. Voilà, le 1 contre 2, c'est mince, j'ai Zubac dans mon dos, mais il y a aussi Harden qui déboule dans la raquette sur drive. Voilà, ça, il faut que je sache gérer les deux. Le meilleur dans l'exercice étant Draymond, hein, qui, dans son prime, et même encore aujourd'hui, mais est excellent pour, par exemple, bluffer, faire semblant de je vais sur le porteur de balle, y compris Harden de la grande époque, les séries Warriors-Rockets. Il bluffait sur Harden, en fait, il revenait derrière, et donc, à la fois, il forçait Harden à faire la passe, vu qu'il montait sur lui, et en plus, il reculait. Et il arrivait à intercepter le lob, la passe de alley-oop de Harden pour Capella. Voilà, ça aussi, c'est un des meilleurs de NBA là-dessus. Gobert aussi, hein. Gobert, je crois qu'il y a un match 1, non? Ou match 2, je sais plus, contre les Nuggets l'an passé, où il y a l'action clutch, c'est ça. C'est Gobert qui gère son 1 contre 2, contre Jokic et Gordon dans son dos. Une action comme ça, si vous vous souvenez bien. Donc voilà, Jokic peut pas faire ça. Et Jokic peut... Et même au-delà de ce 1 contre 2, bah juste si tu lui fonces dessus, il peut pas te défendre, quoi. Il fait pas la rotation, il la fait pas à temps, il la fait pas bien, il a pas les bras, il a pas le, voilà, c'est pas un bon défenseur du tout. Donc, match 6, ça a bien marché, de faire ça, plutôt que pick and roll avec Zubac, pick and roll avec des petits. Comme ça, on crée un décalage de base avec un pick and roll, genre je sais pas, moi, on va cibler Jamal Murray, on va cibler Michael Porter, et soit ça switch, et donc je peux attaquer le 1 contre 1, soit ça switche pas, et donc le poseur d'écran peut rouler au panier, rouler au pick and pop, et donc on a un décalage. Et ça a marché, ça a très bien marché. Match 7, on a re-essayé de faire ça, et encore une fois, il n'y a rien de différent côté Denver, tactiquement, il n'y a pas d'énormes changements, c'est juste que l'exécution offensive des Clippers, ça n'a pas été bonne. Les pertes de balles ont été là, alors qu'avant, elles n'étaient pas là, les passes n'étaient pas bonnes, et Jokic, peut-être, était aussi un peu plus prêt par rapport à ça, il était prêt à gérer ses 1 contre 2, donc je l'ai trouvé aussi lui-même meilleur, mais voilà, c'est juste, les pièces n'étaient pas placées différemment sur l'échiquier, c'est juste les pièces qui ont été meilleures sur la case où elles étaient déjà, quoi, en fait. Il n'y avait pas de changement tactique, juste une meilleure adaptation, je trouve. Donc voilà. Et puis l'autre truc important aussi, c'est encore une fois, hein, mais on en revient toujours là-dessus, le spacing. Le spacing match 6, ça marchait aussi beaucoup. Pourquoi? Parce que Bogdanovic était sur le terrain et qu'il a beaucoup aidé sur ces séquences fin du match 6, deuxième mi-temps notamment. Ça respirait beaucoup, Batum aussi. Donc quand tu vas attaquer Jokic avec beaucoup d'espace autour, c'est quand même plus simple que là dans le match 7 où parfois il y avait un non-shooter sur le terrain et donc ça n'a pas marché. Vu qu'on parle de spacing, pareil, un autre point clé de la série, ça a été la gestion de Kawhi Leonard. On avait un peu détaillé, je vais pas le refaire, mais la série a un peu commencé en mode bon, on switch sur les écrans entre petits, hein, donc il arrivait à avoir Jamal Murray, mais grosso modo, on surchargeait le terrain autour de lui. Voilà, ça c'est la première étape, c'est juste surcharger le terrain autour de lui, l'empêcher de driver, et donc, genre, ok, tiens, on te donne Jamal Murray sur le switch, mais tu peux pas l'attaquer en drive parce que Jokic est sous le panier, Gordon est sur ta main droite, et donc te bouche l'espace main droite, etc. C'était un peu le début. Bon, match 2, le fameux match de Kawhi Leonard où il a mis tous les tirs, ça n'a pas gêné puisque Denver avait structuré son terrain pour l'empêcher de driver et de punir complètement.
Sauf que s'il y a bien un joueur où parfois tu peux être puni en disant vas-y prends les pull-ups dégueulasses mais tu pourras pas driver, vas-y prends ces pull-ups. S'il y a bien un joueur qui peut punir ça, c'est Kawhi et il l'a fait, match 2. Donc ce qui a entraîné un peu plus sur la fin de série des couvertures de plus en plus agressives. Donc c'est-à-dire pas juste on structure le terrain autour de toi, on resserre le terrain autour de toi et vas-y prends le pull-up, mais parfois de carrément aller déclencher une prise à deux, voilà, pas juste rester à 1 ou 2 mètres, mais allez je vais sur Kawhi, je le force à lâcher la balle le plus tôt possible. Parce que encore une fois, avec son tough shot making, si tu lui dis vas-y prends ses pull-ups et tu peux pas aller au panier, bah, il peut les mettre. Donc c'est un peu dangereux. Donc ça a été clé, surtout que le fait de surcharger le terrain autour de lui, c'est moins risqué qu'avec d'autres parce qu'il n'a pas forcément de manière aussi naturelle et aussi élite la passe pour punir le fait que tu surcharges autour de lui. Il n'a pas la passe vers le corner opposé. Voilà, il n'est pas à ce point élite sur la passe qui peut traverser tout le terrain et aller chercher directement lui-même le corner opposé qui a été abandonné pour que ça se resserre autour de lui. Donc c'est un peu moins risqué. C'est un peu moins risqué parce qu'il n'y a pas ce passing-là. Tout de même, il a fait 2-3 bonnes passes de ce point de vue-là, mais là encore, quand tu as une valve de décompression côté faible comme Chris Dunn, comme des mecs comme ça, bon bah ça passait pas quoi. C'est ok, il fait la passe, mais au final t'étais pas puni parce que le tir rentrait pas. Donc ça c'est un peu dommage. Donc je dirais aussi que la bataille du 1 contre 1 et la gestion de Kawhi était gagnée là-dessus. D'ailleurs je trouve que on n'a pas parlé, mais match 2, le fameux match où Denver alterne d'une possession à l'autre les drops et les edges, ça a bien perturbé pour le coup Kawhi Leonard qui voilà. Kawhi, il va cibler des petits, donc des pick and roll avec des petits beaux-arts d'écran pour les cibler des petits défenseurs, ok, ou alors isolation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu tant que ça de Kawhi qui va attaquer Jokic. Mais on en revient aussi à l'aspect de voilà, c'est pas un passeur naturel, donc c'est peut-être pas l'exercice favori pour Kawhi et celui qui fait le plus de dégâts, de dire vas-y t'es un porteur de balle, tu vas affronter Jokic qui va monter sur toi, ensuite avec le passing tu vas pouvoir le punir, etc., etc. Donc ça on n'a pas eu, mais le spacing a été un peu un élément clé. Autre bilan de tactique de la série, c'est Norman Powell. Norman Powell et l'aspect de, je pense qu'il y a un peu de deux choses. Il y a l'aspect de lecture de jeu où on sait qu'il est pas, c'est un excellentissime role player, mais ça reste un role-player, c'est peut-être même l'élite des role-players, mais ça reste un role-player, à mon avis, même s'il a été titulaire cette saison, mais je veux dire, c'est pas un vrai créateur de haut niveau. Voilà, c'est un très bon scoreur en général, toute sa carrière de sortie de banc. Là, il l'a fait sur un gros volume, 20 points par match, mais je veux dire, c'est pas un mec qui, en tant que porteur de balle, a un peu tout. Et notamment, lui, encore moins, même pas du tout, il a pas de passing. Il a pas cette capacité à faire des lectures avancées, mais même parfois des lectures basiques. Et donc, premièrement, ces limitations en termes de lecture font que, contrairement à de la régulière où tu dois affronter, moi je sais pas, tu fais des sorties d'écran contre le Jazz, tu fais des sorties d'écran contre, contre Washington, ou tu fais des pick and roll contre Portland, quoique Portland ils sont pas mal, mais bref, vous voyez un peu l'idée. En saison régulière, il a été bon. Là, on a vu que face à une défense qui était plus complexe et même plus agressive parfois, Jokic il monte sur les edges, Norman Powell, et il n'a pas été bon en fait pour passer par-dessus. Parce que c'est pas son jeu, c'est pas un joueur de ce calibre-là. C'est un mec qui est capable de shooter en sortie de dribble, capable de driver, mais qui n'a pas de passing, qui n'a pas ce genre de lecture même relativement basique. Donc la pression a été mise sur lui en sortie d'écran et il n'a pas su la gérer. Il a été utile en spacing, en spacer, en catch and shoot, etc. Oui, il a été utile, mais en porteur de balle, en créateur, on l'a vu beaucoup moins que en saison régulière. Évidemment, on l'avait annoncé un peu, on l'avait un peu prédit. Et puis l'autre aspect tout de même, c'est le play calling. Est-ce que vraiment le play calling a été parfait pour lui ? Je pense que modulo et malgré ses limitations un peu de passing et donc de création en tant qu'initiateur, on va dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer plus de sets pour lui en sortie d'écran, des stagger action peut-être, donc des sorties d'écran à deux écrans là par exemple, il part depuis le corner, il remonte à 3 points, et puis aussi très simplement des empty action. Ça c'est vrai que c'est empty action, c'est on vide le corner, on met personne dans le corner et en gros on te fait, toi tu pars dans le corner, tu remontes à pleine vitesse, prendre le ballon dans un jeu de main à main. Et ensuite enchaîner là-dessus sur tu curls au panier, donc tu reviens au panier, ou alors tu t'arrêtes pour prendre le tir à 3 points. Et je pense que ça peut-être le play calling n'a pas non plus été parfait de ce point de vue-là. Peut-être qu'on aurait aussi pu mieux utiliser Norman Powell, mais le premier point à noter, c'est tout de même cet aspect de ça s'est moins transposé en playoff, sa création offensive, et finalement de manière assez peu surprenante, malheureusement. Donc voilà, tiens, un petit point également, la bataille des lancers francs, où en fait Denver a gagné aussi là-dessus. Denver a largement gagné là-dessus. Pourquoi ? Parce que les Clippers sont pas mal, voire même un peu élite cette saison. Je crois qu'ils sont top 5 ou top 10 au niveau de... Attendez, je vais quand même vérifier, mais je crois que j'avais vu 7ème tout à l'heure. Voilà, 7ème meilleur de NBA en termes de lancers francs provoqués en attaque. Les Clippers. Mais pourquoi ? Parce que James Harden et parce que Kawhi Leonard. Tes deux moteurs principaux d'attaque sont des mecs qui sont élites là-dessus, donc forcément ça aide. Et globalement, on a une équipe qui est élite au niveau des lancers francs. Sur la série,
Ils ont totalement perdu cette bataille. Ils sont pas du tout arrivés à générer des lancers francs. Et là, pour le coup, c'est là où on voit en quoi le plan de jeu de Denver a marché également. Parce que je vous ai dit, les Clippers sont bons parce qu'ils ont 2 moteurs d'attaque qui sont très bons là-dessus. Sauf que ces moteurs d'attaque n'ont pas eu l'occasion d'aller chercher des lancers francs. Parce que le plan de jeu défensif, c'est quoi? C'est surcharger le terrain autour de Kawhi. Tu dis, vas-y, prends tes pull-ups, mais tu pourras pas aller au panier, tu pourras pas provoquer autant de fautes que ça, premièrement. Ou alors, quand tu vas en post-up, pareil, on te fait une prise à 2 et puis le ballon ressort, et puis voilà. Et puis pareil pour Harden. Harden, l'avantage aussi de faire des edges sur lui, c'est que tu mets la pression sur Harden, il y aura un espace derrière qu'il faudra compenser, d'accord, mais surtout, Harden lâche la balle. Et donc, en fait, le plan de jeu, plutôt que tactique, possession par possession, etc., mais si on dézoome, en fait, il y a un aspect philosophique ou stratégique de ce plan de jeu-là, on met la pression sur les 2 moteurs offensifs de cette attaque, on leur enlève la balle des mains, quitte à concéder des décalages et des ouvertures ailleurs, hein, mais en gros, la balle n'est plus trop entre leurs mains. La balle va vers les role-players, la balle va vers les autres joueurs, pardon. Et donc forcément, quand sur un pick and roll, Harden ne peut pas aller au panier, mais juste, tiens, je suis obligé de lâcher la balle parce que c'est la bonne action. Quand j'ai un 2 contre 1 sur moi, je lâche la balle. Bon, c'est la bonne action à faire, d'accord. Mais ensuite, quand tu lâches la balle à Chris Dunn, Bogdanovic, Derek Jones Jr., Nico Batum, même Zubac, forcément, si plein de ballons passent par ces mecs-là plutôt que par Harden, tu vas avoir moins de lancers francs, donc de points ultra rentables, que si la balle était restée entre les mains de Harden ou de Kawhi. Donc là, je décris le pick and roll, mais pareil pour l'isolation, hein. Pareil pour Kawhi sur isolation. Oui, quand tu surcharges le terrain autour de lui et que tu le forces à lâcher la balle ou alors à prendre un pull-up un peu compliqué, bon, parfois il peut le mettre, mais en tout cas, il n'a pas d'opportunité d'aller au panier. Ou même donc, il peut lâcher la balle à d'autres. Mais voilà, c'est un peu cet aspect de la pression sur les stars permet de faire que la balle va ailleurs, aille vers des joueurs qui, eux, sont moins compétents pour provoquer ces fautes. Et donc, ça fait des tonnes de points faciles en moins que les Clippers n'ont pas eu sur la série, alors qu'ils auraient pu l'avoir ils les avaient en saison régulière. Donc là-dessus, bravo les Denver, et bravo l'utilité de ces schémas défensifs en tout cas. Mais bon, on peut peut-être aussi terminer par là, par rapport à l'attaque des Clippers contre la défense de Denver. Il y a quand même 2 points que j'ai abordés, même 3, hein, les points que je viens d'aborder littéralement. Le spacing, la création de Norman Powell, et donc le fait que tu peux mettre de la pression sur Kawhi et sur Harden, et que la balle va vers des joueurs qui peuvent pas aller au panier ou faire de la création ou faire des lancers francs. Ok. Bon, on est obligé d'en parler. Je pense, en tout cas, moi j'ai envie de le faire. Paul George, j'ai un peu envie de parler de Paul George, moi. Parce que, et là où ça va être difficilement entendable, c'est que, bon, Paul George, déjà, il a un peu une cote de désamour depuis toujours. Mais non, mais Paul George, là où c'est pas entendable pour beaucoup, ce que je vais dire, c'est que, enfin, pour moi, les Clippers ont laissé partir une star. Voilà, assez clairement. Là où c'est pas entendable pour certains, pour beaucoup, peut-être pour vous qui m'écoutez, c'est que vous allez me dire, mais oui, mais en même temps, il n'y a pas de superstar, enfin, il n'y a pas de star qui est arrivé aux Sixers, en fait. c'est aussi à prendre en compte, hein, le fait que, oui, tu nous dis que les Clippers ont laissé partir une star, et pourtant, le même mec qui est arrivé aux Sixers, il a été nullissime. Alors, bon, peut-être il était blessé, peut-être qu'il a fait juste une mauvaise saison, ou peut-être même que le déclin physique a commencé, hein, peut-être, hein, effectivement. Donc voilà, j'entends que justement c'est pas entendable pour beaucoup et que c'est peut-être pas un argument, et que peut-être même que les Clippers ont bien fait de le laisser partir, parce que vous avez vu, regardez à quel point il est déjà en déclin et il a pas fait une bonne saison. Et en effet, peut-être que si Paul George était resté, il aurait aussi été mauvais. Peut-être qu'il aurait aussi été blessé, aussi été mauvais, ou déjà commencé son déclin physique aux Clippers sur un gros salaire, etc. Oui, mais quelle qu'en soit la raison, en tout cas, quelle qu'en soit la raison, de facto, les Clippers 2025 n'avaient plus une star de calibre Paul George. Ou si le mot star ne vous va plus pour Paul George, si vous voulez, on l'enlève. Hein. Les Clippers 2025 avaient un joueur majeur de rotation en moins que les Clippers 2024, 23, 22, etc. Ça, c'est un peu, encore une fois, quelle qu'en soit la raison, peut-être qu'ils avaient raison, sans doute même, de le laisser partir, qu'il fallait pas s'aligner sur le contrat, qu'on n'aurait pas eu le même joueur s'il était resté. Ok, mais ça, il n'y a pas de problème, ça je le conteste pas. Je dis juste que dans les faits, il y avait un joueur majeur qu'on avait avant, et que là on n'a plus. Et qu'on a réussi un peu à recréer par agrégat, comme on dit. Donc là, vraiment, on est littéralement dans l'exemple de Moneyball. Hein. Pour le coup, si allez voir le film ou mieux, allez lire le livre si ça vous dit. Mais l'aspect de, en fait, on a recréé la production de Paul George, et on n'est pas obligé de se dire, on doit la recréer avec un joueur, on l'a recréé avec plusieurs joueurs. Notamment, les 25 points de Paul George, avec tel niveau d'efficacité, on n'est pas obligé de dire, tous les ballons de Paul George, on les file à un mec, il va le remplacer. Non,
Notamment, ce qui me plaisait, c'était un peu le duo Norman Powell, Bogdanovic. Un peu par agrégat, t'arrivais à retrouver un peu à peu près le même volume et la même efficacité que t'avais avec un joueur qui était Paul George. D'accord. Sauf que Paul George était un joueur qui, non seulement avait été un créateur balle en main intéressant et beaucoup plus intéressant que Norman Powell pour le coup, et deuxièmement, qui était aussi beaucoup plus viable, c'est l'euphémisme de l'année, beaucoup plus viable que Bogdanovic en défense. Donc en fait, pour le reformuler, moi, là où j'étais, je voulais que les Clippers le gardent, mais j'ai peut-être tort, hein, mais en tout cas, j'aurais souhaité voir un bon Paul George dans cette équipe, et le fait de l'avoir perdu, c'est que la perte, c'était pas rien. Et en saison régulière, tu as pu un peu recréer par agrégat, par ajout, voilà, plutôt qu'un joueur, on en a 2 ou 3 qui vont faire un peu le travail. Pareil, j'en ai pas parlé encore, mais il y a l'aspect de Powell et Bogdanovic qui, à eux deux, recréent un peu l'attaque de Paul George. On a aussi le recrutement de Derrick Jones Jr. et de Chris Dunn, qui, à eux deux, ont largement recréé la défense de Paul George, qui était encore très bonne, mais voilà, il n'y a même pas un doute sur le fait qu'il a été remplacé défensivement sans trop de problèmes, pour en plus une rentabilité qui était beaucoup moins grande. Donc en fait, sur la saison, et bon, pour le coup, je préfère dire quand j'ai tort, mais là, pour le coup, on en avait un peu parlé déjà l'été dernier et même cette saison. Il y a un peu ce côté où en saison, ça va aller tranquillement, et en saison régulière, tu vas être un peu moins puni entre guillemets, et c'est moins grave, parce que ce côté, on remplace une star par tel ou tel joueur gadget, ça passe. Voilà. Là, c'est vrai qu'en playoff, on s'est aussi heurté à la réalité de, en fait, en playoff, tu peux pas avoir de joueur à compromis. En l'occurrence, Paul George, c'était et spacing, et création, et défense en un joueur. Alors que là, tu as fait la saison, tu te dis, bah oui, mais finalement, on a réussi à le remplacer par plusieurs joueurs un peu moins chers en plus, donc tant mieux. Ok, mais t'arrives en playoff et tu te dis, ah mince, on fait jouer qui ? On fait jouer Bogdanovic, qui se fait cibler en défense et qui est pas jouable défensivement pour l'attaque. Ou alors on fait jouer Derrick Jones Jr. ou Chris Dunn parce que pour leur défense. Mais c'est vrai qu'ils nous handicapent quand même pas mal en attaque, quoi. Là, en playoff, tu arrives concrètement sur ce compromis. Tu le ressens, ce compromis. Alors que pour moi, tu ne l'avais pas avec Paul George. C'était même tout l'intérêt avec Paul George. C'est que tu avais les deux en même temps. Et là, je parle de spacing et défense. Donc Bogdanovic versus Derrick Jones ou Bogdanovic versus Chris Dunn, surtout. Ok. Donc ça, avec Paul George, t'avais pas ce compromis. Mais t'avais aussi une troisième source d'attaque qui n'a pas toujours été parfaite, qui a sans doute en carrière été un peu plus basse que les attentes qui étaient projetées sur lui quand il a commencé à exploser. Ok, c'est peut-être pas un chapeau, mais c'est quand même un créateur de meilleur niveau que Norman Powell. En termes de, je veux dire, l'aspect cérébral, l'aspect pick and roll, voilà, il peut le faire mieux. Là, au final, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, parce qu'encore une fois, peut-être que le joueur qui existait jusqu'à l'an passé n'existe plus. Peut-être qu'il est déjà en déclin. Peut-être que les Clippers, même sans doute, ont bien fait de pas le re-signer pour aussi cher. Là-dessus, je conteste pas. Je conteste pas le fait de pas le re-signer. Je dis juste que dans les faits, t'as une star ou un joueur majeur, plutôt, t'as un joueur majeur sans compromis, qui était capable de jouer un gros minutage sans compromis, qui est parti, et que tu l'as remplacé par des joueurs à compromis, par plusieurs joueurs un peu monotaches, on va dire, mais à compromis, et que ces compromis t'ont un peu explosé à la face en playoff, mais à la limite, on s'y attendait. Et je pense pas que le staff des Clippers a été surpris. C'est juste que, voilà, on est obligé de bricoler. S'il y avait une autre star qui avait été disponible, plus jeune, meilleure, on l'aurait pris. D'ailleurs, clin d'œil, Jimmy Butler, mais bref, on en reparlera peut-être plus tard. Mais non, mais voilà, il y a ce truc de, pour moi, est-ce que la série aurait été différente si, avec un joueur type Paul George, bah oui, je pense, tu te serais pas heurté à mince, qu'est-ce qu'on fait jouer pour le spacing ? Mince, il faut quand même qu'on ait un tel pour la défense. Mince, on fait Bogdanovic pour le spacing, mais il se fait cibler, donc c'est pas viable, etc., etc. Et même Norman Powell, qui là, voilà, j'en parle dans le bilan tactique parce que c'est important. Et que quand tes deux sources d'attaque, elles sont à ce point maîtrisées par Denver, on va dire, en un sens, tu te dis, bon, Norman Powell a pas été bon sur la création, il a mis des shoots en catch and shoot, il a été utile de ce point de vue-là, mais pas en créateur. Et ça, encore une fois, si tu avais sous la main une star ou un joueur majeur de type Paul George, peut-être que un créateur tertiaire ou secondaire de bien meilleur niveau aurait aidé. Donc voilà, c'est peut-être, on en reparlera peut-être pour les perspectives futures, mais c'est un peu mon bilan tactique de cette saison, c'est qu'on a vu plus que ce que certains auraient pensé, l'absence de Paul George. En tout cas, l'absence du joueur qui était Paul George. Même si, encore une fois, peut-être qu'ils ont bien fait de ne pas le re-signer, puisque de toute façon, il n'aurait pas été à ce niveau pour cette saison 2025. Vous voyez un peu ce que je veux dire, en tout cas, je l'espère.
c'est pas forcément Paul George l'individu qui manquait. Il manquait un joueur de top 20, top 25 ou 30, je sais pas comment vous voulez le dire, mais voilà, c'est pas Paul George précisément qui manquait, qu'il fallait absolument avoir ou retrouver, c'est un joueur de ce calibre-là. Ça aurait été cool que si Paul George part, par exemple, c'est pas grave de pas le garder lui, mais d'en avoir un autre à la place. Et ça, c'est ce qui a été un peu manqué, peut-être. Et en tout cas, de facto, c'est ce qui a manqué. Et puis rapidement pour finir ce bilan tactique, parlons de l'attaque de Denver. Finalement, ce qu'on a vu, c'est assez peu de 1 contre 1 de Jokic au poste bas contre Zubac, pour une raison qui est assez simple, c'est que Zubac s'en est très très bien sorti. J'en parlais un peu comme un ajustement possible à mi-série, en mode peut-être il faudrait insister pour soit que Jokic score malgré tout contre Zubac puisqu'il est capable, soit sinon qu'il vienne déclencher des prises à deux, etc. Ça n'a pas été fait tant que ça, et de toute façon, les rares fois où ça a été fait, Zubac a bien tenu, voire même très bien tenu, donc voilà. Et de l'autre côté, le plan de jeu était plutôt de le faire jouer dans le périmètre, en fait. Et il a été génial, Jokic. Utilisation en tant que porteur de balle, utilisation dans le périmètre, utilisation sur des pick and roll inversés, sur des drives, etc., au poste haut, évidemment. Donc voilà, on a un peu déplacé sur le terrain géométriquement Jokic, et on l'a utilisé de manière un peu différente d'habitude. Si on a vu un autre match-up, d'ailleurs on verra, peut-être que contre OKC, s'il y a parfois des line-up un peu petits, on verra beaucoup plus de Jokic au poste bas, je pense. En tout cas, on peut s'y attendre. Mais là, c'est vrai que, on s'est un peu heurté à cet obstacle au niveau du post-up, mais c'est pas grave parce qu'il a été compensé par la polyvalence on-ball et même dans le périmètre, de skills de périmètre de notre ami Jokic, donc ok. La question aussi du pick and pop, dans le pick and roll, Jamal Murray et Jokic a été primordial. Il a posé des problèmes toute la série. Je vais pas vous refaire un peu le refrain, mais grosso modo, il y avait deux choix pour les Clippers. C'est soit le pick and roll, on reste à 2 sur Jamal Murray, et on fait venir un troisième homme depuis ailleurs sur Jokic pour couvrir le pick and roll, le pick and pop. Donc ça, c'est la première option, mais forcément, si t'as un troisième homme qui vient, ça veut dire que t'as un mec qui est abandonné de l'autre côté du terrain. Donc, décalage offert. Soit sinon, pour offrir aucun décalage, c'est un switch qui est fait sur le pick and roll. Zubac qui reste sur Jamal Murray et qui, grosso modo, la plupart du temps, va arriver à tenir. Mais le problème, c'est que le switch, ça prive du pick and pop, mais ça offre un 1 contre 1. Ça offre un mismatch. Et donc voilà, ça a été un peu on a alterné toute la série entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bon choix face à Jokic. C'est littéralement le principe du joueur qui a une solution à tous les problèmes. En l'occurrence, dès que ça switchait, il allait s'installer au poste haut ou poste bas face aux plus petits, face au Chris Dunn, face à des mecs comme ça. Et globalement, ça a été quand même très positif pour Denver, comme on pouvait s'y attendre. Soit il scorait un contre 1 avant que l'aide n'arrive, soit il y avait une aide qui arrivait, il faisait un kick-out sur un 3 points ou sur des cuts, etc. Donc voilà, là-dessus, le pick and pop a été encore une fois, et comme prévu, un peu primordial dans cette bataille du pick and roll, en tout cas dans le pick and roll Jamal Murray et Jokic. Et puis un aspect qui a été pas mal aussi, je trouve, ce sont les post-up de Aaron Gordon. À la fois sur transition, comme on a dit tout à l'heure, le fait d'aller vite, plus vite que tout le monde, s'installer au poste bas avant que la défense soit en place, mais même sur demi-terrain parfois, l'utilisation de Aaron Gordon en mode agressif, en mode tiens, on t'obtient un switch, on te donne un switch et tu vas l'attaquer, ou même parfois juste tu vas attaquer Kawhi Leonard au poste bas. Le but étant non pas qu'il nous montre sa palette de fade away, hookshot, etc., mais juste en fait d'y aller en mode bully ball. Encore une fois, dans cette thématique les Nuggets sont capables de te rentrer dans le lard un peu frontalement, de te faire du mal, et à la limite le tir, s'il n'est pas marqué, c'est pas grave parce qu'il y aura la claquette derrière, quoi. Un peu pour caricaturer, mais mine de rien, ça a été le cas. Comme dit aussi, le fait que Denver soit arrivé à punir plutôt pas mal, même très bien, Bogdanovic, ça a posé des problèmes et un compromis qu'on a développé par rapport aux Clippers. Mais voilà, dès que Bogdanovic était sur le terrain, on allait cibler encore et encore. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on a retrouvé des Nuggets qui, notamment en fin de série, on a retrouvé les vrais Nuggets. C'est-à-dire l'attaque relativement atypique des Nuggets, atypique par rapport à l'époque dans laquelle on vit, mesdames et messieurs. Non, mais atypique par rapport au fait que c'est une équipe qui prend très très peu de 3 points relatifs à la moyenne. Évidemment, ils en prennent quand même beaucoup. Je crois que c'est un tiers de leur tir, à peu près, même plus. Ouais, c'est ça, 32%. En saison, ils sont à 32% de fréquence de 3 points. Donc c'est pas rien du tout, mais c'est 30e de NBA. Il y a très peu d'équipes qui prennent, il n'y a aucune équipe qui prend moins de 3 points qu'eux. Mais malgré tout, très peu de 3 points, mais ils ont retrouvé un peu ce qui faisait leur force, c'est-à-dire la fréquence de tir au panier élevée, l'efficacité au panier élevée, et donc cet aspect de vraiment. En fait, tout tourne autour de Jokic. Premièrement, Jokic, même s'il démarre dans le périmètre, il peut aller proche du panier sur des drives, sur des hook-shots, sur des trucs comme ça, face à des switches, on l'a dit avec le pick and pop. Donc l'aspect vraiment de rentre dedans de ces Nuggets, en fait. Ok, on n'a pas une grosse fréquence à 3 points, mais en plus, les 3 points qu'on prend, on les a mis. Donc ça, tant mieux pour eux. Mais une fréquence de tir au panier très élevée, une belle efficacité également au panier.
Et grosso modo, on a gagné totalement cette bataille-là. Parce que les Clippers sont une bonne défense, mais c'est notamment une bonne défense du panier parce que le pick and roll, on arrive à l'endiguer. Voilà, tout part aussi du pick and roll, de Zubac qui va rester en drop, qui va protéger le panier. Là, on l'a dit, la configuration et le fit Jamal Murray, Jokic contre cette défense fait que tu n'as pas pu du tout déployer ta défense en drop traditionnelle de d'habitude. Voilà, d'habitude, contre des porteurs de balles, contre des équipes dont la star est un porteur de balles un peu classique, Zubac aurait fait le travail, tu restes en drop, plus des aides autour, plus voilà, un peu les schémas classiques. Là, non. Là, pas du tout. Là, face à Jokic, en fait, le mode de création, le joueur est atypique. C'est une star extrêmement atypique, personne ne joue comme lui. Et en fait, le mode opératoire n'est pas du tout pick and roll. Donc, tu ne peux pas déployer le drop comme d'habitude. Donc, tu n'as pas pu protéger le panier comme d'habitude parce qu'il y a des cuts, parce qu'il y a des mismatchs, parce que ça initie le ballon différemment depuis le périmètre, etc. Donc, on n'est pas du tout dans la configuration pick and roll dans laquelle les Clippers ont brillé cette saison. Après, c'est vrai que sur cette bataille aussi du tir au panier, on va dire qui est un peu crucial, il y a aussi un truc où d'un point de vue tactique, le fit n'était pas bon en un sens, ou plutôt le super pouvoir de Denver, c'est quoi? C'est que Denver va beaucoup au panier. Ok, ça on l'a dit. Et les Clippers, un truc qui leur a empêché de mieux protéger le panier que ça, et donc réduire le nombre de tentatives au panier, ou alors mieux les protéger, c'est le fait que Zubac était obligé de défendre Jokic la plupart du temps. Alors, modulo parfois des secondes units où on a tenté, je crois que c'est match 3 et 4, ou non, match 2 et 3, je crois on avait décrit un peu l'aspect de on va essayer de faire sortir Zubac un peu plus tôt pour décaler légèrement les minutes, mais ça a été fait 2 matchs et c'était pas, 90% des minutes, on va dire que Zubac sur le terrain défendait Jokic, ok, à part aussi seconde unit parfois Ben Simmons en début de série, Ben Simmons plus des aides, ou Nico Batum en deuxième partie de série, Batum plus des aides, ça peut s'imaginer aussi, mais majorité des minutes c'est Zubac sur Jokic, mais donc, le truc c'est que ça permettait pas d'avoir Zubac proche du panier, de par le simple positionnement un peu dans le périmètre de Jokic. On a parlé de ça vis-à-vis du rebond aussi, le fait que ça a affaibli le rebond défensif des Clippers, et donc ça a augmenté le rebond offensif des Nuggets, d'accord, le fait de défendre dans le périmètre et sur Jokic, mais il y a aussi un autre aspect, c'est le fait que tu étais un peu bloqué par ce match-up, et que, enfin bloqué, je sais pas s'ils étaient vraiment bloqués, ou en tout cas on va dire que dans les faits ils l'ont été, dans les faits ils n'ont pas trop testé autre chose, et le fait est qu'on n'a pas pu déployer Zubac dans ce fameux rôle du safety, du libéro défensif, un peu en off-ball. En plus, on te dit, tiens, tu vas pas être sur le pivot, tu vas être sur un tel ou un tel qui est un shooter plutôt moyen. Et grosso modo, tu l'abandonnes, tu le défends pas, tu rôdes autour du panier et soit tu empêches les tirs, soit tu les défends en mode bonus, quoi. En mode, t'es un libéro défensif, tu viens te rajouter dans l'action, pas seulement un contre un, mais tu deviens un 2 contre 1 dans l'action. Voilà, un peu cette idée-là. Et sauf que ça, quand tu as Jokic en face et que tu es obligé d'avoir Zubac sur lui pour l'aspect de puissance, pour l'aspect de post-up aussi, forcément, t'as pas pu déployer Zubac off-ball. T'as pas pu avoir Zubac en protection de panier, en deuxième rideau, un peu plus libre. Donc c'est un peu embêtant par rapport à ça, mais c'est aussi la force de Jokic pour le coup. Parce que moi, ce que je pourrais argumenter pour le coup, c'est est-ce que Tyronn Lue n'a peut-être pas assez testé des couvertures un peu différentes. Il y a un match où ils l'ont fait. Je sais plus lequel exactement, avec ma mémoire ça commence à se mélanger, c'est peut-être le 4 ou le 6, je sais plus, mais un match que les Clippers gagnent en tout cas, donc ça doit être le 6, bref on s'en fiche. Il y a un match, une fin de match où Chris Dunn joue pas trop, on a beaucoup de spacing, donc Bogdanovic est là, et je crois que c'est le 6, et Kawhi Leonard est sur Jokic. Voilà, ça a été testé, mais ça a été testé sur une fin de match, et pas des tonnes, et c'est un peu dommage, parce que dans l'idée, c'était intéressant. Ça permettait d'avoir Kawhi Leonard qui est assez costaud. On en avait parlé d'ailleurs en preview comme une possibilité. Kawhi Leonard qui est relativement costaud, qui se met sur Jokic. Donc ça résiste juste assez, peut-être, dans l'idée. En tout cas, c'est dégâts contrôlés. Et puis, quand il y a un pick and roll avec Jamal Murray, on switch. On se pose même pas la question. Tu switches Kawhi Leonard sur Jamal Murray. Et puis voilà, c'est réglé, quoi. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on n'a peut-être pas assez tenté ce genre de choses où Kawhi aurait été décalé sur Jokic pour permettre de déployer off-ball en protection de panier un peu plus libre Zubac en second rideau. Encore une fois, est-ce que c'est moi qui suis sévère avec Tyronn Lue? Peut-être. Est-ce que non? Est-ce que juste l'obstacle Jokic était trop gros et que même Kawhi qui est très puissant et qui est un monstre physique, même Kawhi face à Jokic, il aurait peut-être pas tenu. Jokic l'aurait peut-être attaqué en 1 contre 1 frontalement depuis le poste haut, d'ailleurs aussi surtout depuis le poste bas. Peut-être que tu aurais été obligé de déclencher des prises à 2, donc ça c'est pas forcément quelque chose que tu veux, hein. Si tu fais un match-up mais que ce match-up t'impose ensuite de déclencher des rotations et donc de créer des décalages juste parce que tu as un tel match-up, c'est vrai que ça peut être un problème, mais c'est soit
un manque de, enfin pas un manque de créativité tactique, mais en tout cas ça n'a pas été testé de facto, cet aspect de Kawhi sur Jokic plus Zubac off-ball en protection de panier, un peu comme l'an dernier, hein, on avait Karl Anthony Towns sur Jokic plus Rudy Gobert en deuxième rideau, alors que intuitivement on aurait dit non, Gobert sur Jokic, non, l'an dernier c'était Towns sur Jokic plus Gobert en deuxième rideau, un peu ce modèle-là, mais ajusté à la sauce Clippers, et qui permettrait aussi de défendre Jokic, mais aussi tout le reste, d'avoir un Zubac proche du panier pour tout type d'action. Ça aurait été intéressant. Et malheureusement, on l'a pas eu, mais comme dit, est-ce qu'on l'a pas eu aussi parce qu'il n'a pas osé le tester? Est-ce qu'il n'a pas non plus peut-être osé le tester parce que c'était trop dangereux? Et il y a un aspect où, si on a eu très très peu aussi de post-up et de vrai 1 contre 1 avec Zubac, enfin contre Zubac, c'est parce que justement c'était Zubac. Peut-être. Et que peut-être que si on avait mis quelqu'un d'autre sur Jokic, la série aurait été différente, le plan de jeu des Nuggets aurait été différent, beaucoup plus de post-up pour le coup de Jokic. Donc peut-être que, voilà, en un sens, il y a aussi ça à prendre en compte dans l'évaluation. Il faut aussi évaluer ce qui ne s'est pas passé. En l'occurrence, le peu de post-up de Jokic sur un exercice d'habitude sur lequel il est létal, c'est un positif, le fait qu'il y ait eu peu de post-up. Et c'est un positif qui vient du fait que, comme il y a Zubac, il y a dissuasion de post-up, plus ou moins, on va dire. Donc voilà, c'est quand même un élément à prendre en compte. Mais ça fait aussi partie du plan de jeu, de est-ce qu'on n'aurait pas pu tester d'être un peu plus créatif, quitte donc peut-être à faire mettre Kawhi plus des aides au cas où. Surtout que les aides, ça aurait pu être Zubac lui-même. Hein. Si Zubac qui abandonne Aaron Gordon, ça s'imagine très bien, hein, par exemple, il n'y a pas trop de problème. Ou alors qui abandonne Christian Brown, ça peut se tenter. Ou des aides qui viennent d'ailleurs. Et puis, ça reflète aussi peut-être le manque de profondeur de l'effectif des Clippers en ce sens-là. Parce qu'il y a des backup pivots plutôt small ball, hein, Ben Simmons et Batum. Mais si vous voulez, il n'y avait pas l'option on a un autre gros de qualité qu'on peut mettre sur Jokic et pour déployer Zubac off-ball qui pourrait donc affecter toute la fréquence au panier des Nuggets. Ça, si on avait eu un vrai bon gros backup pivot suffisamment solide, on aurait pu miser ou on aurait pu compter plus sur Zubac pour rôder autour du panier et donc faire beaucoup de mal à cette attaque de Denver qui veut aller au panier. Hein, c'est pas pareil quand t'as Zubac coincé sur un match-up sur Jokic et notamment beaucoup dans le périmètre. C'est pas pareil ça pour aller au panier ou si justement tu dois aller au panier en affrontant Zubac qui t'attend sous le panier. Donc ça dépend comment est-ce que vous voulez le lire. Moi je pense que c'est aussi la force, le pouvoir magique de Jokic pour le coup. Peut-être un manque d'effectifs des Clippers même s'ils avaient Drew Eubanks, mais ils ont sans doute jugé que Drew Eubanks n'était pas assez bon là-dessus. Ou alors sinon peut-être le manque de, je vais pas dire créativité, mais peut-être d'audace des Clippers par rapport à ça et par rapport au fait de tester un Kawhi sur Jokic, parce que pour le coup la seule fois où ils l'ont fait ça a quand même plutôt bien marché, mais voilà, peut-être que la crainte de Jokic était trop grande pour tester ça, et peut-être que ça peut être aussi un des dossiers de l'intersaison et si on recrutait un gros pour comme ça peut parfois permettre de libérer l'un ou l'autre, le nouveau gros ou Zubac, un peu en off-ball, un peu en safety défensif pour protéger le panier plus librement, ce qui nous permettrait de verrouiller beaucoup plus l'arceau. Voilà, donc voilà, ça aussi fait partie de ce bilan tactique de cette série dantesque entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers. Bref, donc voici pour le bilan tactique de cette série, j'espère qu'il vous aura plu. Et maintenant, passons à présent aux perspectives pour le futur des Clippers. On fait un peu le bilan comme à chaque fois, perspective future pour l'équipe qui a été éliminée. En l'occurrence, les Clippers, on se projette quels sont les enjeux de la future intersaison. Déjà, premièrement, est-ce qu'on peut arriver à retrouver un Paul George? Ça, je ne sais pas. Pas Paul George pour de vrai, vous avez compris. Mais est-ce que le projet va passer par retrouver une star? Peut-être pas. Ça m'étonnerait pas, vu le côté Steve Ballmer qu'on connaît, qui aime bien, qui est quand même plutôt fan de ça, d'avoir des stars. À l'époque, ils avaient déjà Kawhi Leonard et Paul George, ils sont allés chercher James Harden, par exemple. Donc ça me surprendrait pas. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'avais misé à l'époque. J'avais fait un podcast avant le trade de Butler en disant moi, ma destination un peu secrète que j'aimerais bien, ce serait Butler. Ce serait les Clippers pour Butler. Il y avait le moyen financier de faire ça. Ça passait par échanger Norman Powell, plus 2-3 trucs contre Butler. Vous voyez qu'au final, est-ce que ça aurait pas été mieux? Je sais qu'à l'époque, je me suis pris des torrents d'insultes parce que Norman Powell faisait une grande saison. Est-ce que cette même série avec un Butler, ça change pas un peu la donne? Moi, je pense que si. Mais bref, refermons cette parenthèse. Mais voilà, retrouver un Paul George, retrouver une star, je pense que ça peut être un objectif. Ça l'est toujours avec ces Clippers, mais je vois pas trop qui de base actuellement. En tout cas, fermons cette parenthèse. Non, alors, 2025, l'intersaison, je ne m'attends pas forcément à beaucoup de mouvements, pour le coup, côté Clippers, pour une raison qui est assez simple, c'est que
on est vers la fin du cycle et que l'équipe est un peu comme elle est. Alors à moins d'un tremblement de terre et que voilà, on parlait de stars justement, à moins d'un tremblement de terre et qu'on ait Giannis qui débarque contre beaucoup de monde, donc contre beaucoup de contrats. Oui, c'est possible hein, techniquement. Je crois que j'avais fait les tests, mais je crois que tu peux échanger genre Norman Powell qui est à 20 millions, je crois que Zubac doit être à 18, un truc comme ça, ou Bogdanovic qui est à 16, ou il y a aussi Derrick Jones qui est à 10. Enfin, grosso modo, les Clippers peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais à quel point est-ce qu'ils ont envie, à quel point est-ce qu'ils ont les atouts aussi pour convaincre les Bucks, ça c'est une autre histoire, mais voilà. Bref, fermons cette parenthèse Giannis pour l'instant, on la réouvrira s'il faut. Mais je pense qu'on est dans une situation assez claire, assez limpide de on va refaire à peu près comme cette année, à mon avis. Pour dire, donc, on a sous contrat à peu près tout le monde pour l'an prochain, pour 2026, sauf James Harden et Nico Batum. Et les deux, en plus, ils ont juste des player options. Donc, dans le cas de Batum, je ne sais pas. Est-ce que Batum va sortir de son contrat, ne pas prendre la player option pour prolonger pour plus d'années? Je suis pas sûr parce qu'il est quand même assez vieux, donc peut-être qu'il va juste dire non, bah, je prends mes 5 millions pour l'an prochain et puis je reste ici et puis ce sera ma dernière année, hein, vu qu'il a quand même, il est quand même assez vieux. Il a Batum 36 ans, ouais, donc bientôt 37. Ce serait pas choquant, mais ce serait pas non plus étonnant de dire tiens, je prends pas mon option et je re-signe non pas pour un an, mais pour 2-3 ans à 2 millions l'année ou même 4 millions l'année. Possible, mais voilà, c'est pas non plus un grand enjeu le contrat de Batum pour l'instant, surtout s'il peut prendre son option. Et puis donc le seul autre qui est pas sous contrat, c'est James Harden, qui lui aussi a une player option. Et Harden, je pense que, enfin moi je m'attends à ce que Harden ne prenne pas son option et re-signe un contrat de plus longue durée. Ne serait-ce que, alors soit de plus longue durée parce que voilà, plus t'es vieux, plus t'as envie de, enfin plus chaque année qui passe, tu deviens moins bon hein, mécaniquement, et donc plus tu arrives à signer une prolongation longue durée tôt, mieux c'est, parce que là, imaginez, il se dit non mais je prends mon option, je reste encore sous contrat l'an prochain et je prendrai un nouveau contrat à la free agency prochaine. C'est risqué. Peut-être que l'an prochain, il sera moins bon. Et donc, il aura moins d'argent. Il aura peut-être même pas la possibilité d'avoir un contrat à longue durée. Donc, en général, vers ces âges-là, la player option, on ne la prend pas et on re-signe pour plusieurs années. Voilà. Donc là, je m'imagine, notamment, au-delà de dire il va signer pour encore 4 ans, je pense pas, mais au moins, je le vois bien ne pas prendre l'option et signer un contrat de 2 ans, en fait, plutôt que 1, pour la simple et bonne raison que Kawhi Leonard est sous contrat jusqu'en 2027. Il a encore 26 et 27. Donc j'arrive très bien à m'imaginer les Clippers en mode bah tiens, on te prend pas ton option et nous on te donne un contrat de 2 ans pour t'aligner avec Kawhi Leonard pour faire 2 dernières années du cycle, grosso modo. Après au niveau de la somme, je ne sais pas, je pense pas que ça va être un contrat de méga star. Hein. De toute façon, il est à 36 cette année. Enfin l'an prochain, il serait à 36. Il est pas non plus à 50 ou à 60 comme des méga stars dans leur prime. Mais voilà, ça je pense que c'est un point clé d'intersaison, mais c'est peut-être le seul au final, parce que sinon Kawhi est sous contrat 50 millions, Powell est sous contrat 20 millions, il sera en dernière année, Bogdanovic est sous contrat, il est pas en dernière année parce qu'il aura une team option après, après, mais voilà, 16 millions pour Bogdanovic, 18 pour Zubac, 10 pour Derrick Jones, Chris Dunn 5 millions, extrêmement rentable d'ailleurs 5 millions. Drew Eubanks, c'est pas garanti l'an prochain, donc même pas sûr qu'il soit là. Et puis Batum, on a dit, il a une player option, donc il pourrait être là sur ce même contrat. Et puis après, c'est des Cam Christie, Jordan Miller, enfin des rookies, donc on s'en fiche un peu. Mais donc pour dire, en fait, sans Harden et sans Nico Batum, ils sont déjà à 119 millions de contrats de masse salariale pour l'an prochain. 119 millions, c'est beaucoup, mais en même temps, le cap est à 154. 154 pour la somme à pas dépasser. Après, il y a, enfin, si on peut la dépasser, mais c'est la limite du salary cap, on va dire. Et après, tu as le premier apron, le deuxième apron, tu as le droit de dépasser, mais à chaque fois, de plus en plus loin, tu peux te faire punir. Mais voilà, grosso modo, si tu es déjà au premier apron, tu peux dépasser via des échanges ou via des prolongations, mais tu peux pas signer un mec en plus en free agency. C'est un peu ça la clé, hein. Quand tu es déjà au-dessus du cap 154 millions ou tu es déjà au-dessus du premier apron et encore plus le deuxième, t'as concrètement pas d'argent à offrir sur la free agency. Donc ça compte. Tout ça pourquoi? Pour dire, pardon, donc à peu près 120 millions, le cap est à 154, donc il y a 34 millions à peu près d'espace. Donc niveau free agency, ça va pas être évident. On parle pas d'une équipe qui a beaucoup d'espace hein, dans le salary cap pour l'été prochain en mode oui, on va pouvoir recruter tel ou tel 3&D, tel ou tel role player star, etc. Mais voilà, vous voyez que si James Harden re-signe, ne serait-ce que pour 30 millions, ou peut-être un peu moins, 25, 30 millions, ou même 35, hein, comme actuellement, son option, on arrive assez facilement aux 154. Même avec la simple re-signature de Harden,
on y est au 154. Donc voilà, il n'y aura pas non plus beaucoup de marge, à mon avis. Il n'y aura pas des tonnes d'espace et des tonnes de fric à mettre dans la free agency, je pense pas, à part les fameuses exceptions annuelles ou biannuelles ou ce genre de choses, mais qui sont des exceptions, hein, pas beaucoup de... voilà, c'est pas à 30 millions l'exception, quoi, c'est 10-12 millions, ce genre de choses. Bref, donc pas beaucoup d'argent en free agency, mais pour le coup, ce que j'aime bien avec ces Clippers, c'est qu'il y a pas mal de contrats échangeables. Et notamment, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'ajout de Bogdanovic à la deadline parce que tu transformes un Terrence Mann qui était un peu redondant en termes de défense, mais pas bon en attaque. Et grosso modo, t'avais beaucoup mieux en moins cher. Chris Dunn, qui était bien meilleur défenseur, mais 5 millions l'année plutôt que 12 ou 13, je crois, Terrence Mann. Donc on s'en est séparés. On a fait l'opportunité Bogdanovic qui était bien, hein, dans ce côté créateur supplémentaire, etc. Je me demande à quel point est-ce qu'il est indispensable ou pas. Je pense que plutôt pour le reformuler, donc on a des contrats qui peuvent s'ajouter pour aller chercher des mecs. Notamment, donc il y a Norman Powell. Je pense pas qu'il soit intouchable. Je pense qu'il est important, hein, mais je pense que s'il y a la très bonne opportunité qui se présente, il peut éventuellement être échangé ou mis dans un package pour un gros joueur. Donc Norman Powell 20 millions, Bogdan 16 millions, Zubac, je pense que lui est pas loin d'être intouchable, 18. Et puis Derrick Jones 10, on a dit. Donc voilà, on peut aussi combiner des petits salaires comme ça. Notamment, hein, vous voyez un package Bogdanovic contre Derrick Jones, ça nous fait un salaire à 26 en termes d'équilibre de salaire si on ajoute les deux. 26, on peut rêver d'obtenir un 3&D qui n'a pas de compromis. Hein, on ajoute notre full offense mais pas bon en défense, Bogdanovic, et Derrick Jones, full defense mais un peu moins bon attaque. On fait les deux, on peut aller chercher un mec à 25 millions. À 25 millions, il y a des bons mecs, hein, il y a des bons mecs qui peuvent faire 35 minutes de jeu en playoff sans compromis. Après qui, ça je sais pas, il y a des... mais par exemple, hein, dans cette zone-là, il y a un mec comme, comment il s'appelle, KCP, Orlando, qui est autour de ce tarif-là, autour des 20 millions. Je sais que c'est le tarif aussi qu'avait pris Bruce Brown à l'époque. À l'époque, était aussi à 20 millions l'année. Voilà, c'est un peu ce niveau-là de free agent ou de contrat. Donc, il y a toujours cette possibilité pour moi. Je pense que Bogdanovic était un coup à la deadline qui se faisait, qui n'avait pas beaucoup de risques et qui était du bonus, donc tu l'as fait. Après, est-ce que tu comptes sur lui forcément long terme? Pas forcément. Il t'a aidé pour cette année, pour la fin de saison. Si vraiment il faut, tu peux le garder, d'accord? Et il va refaire une bonne saison régulière, à mon avis, l'an prochain. Il va t'aider un peu saison régulière. Mais je pense aussi que ces 16 millions, ils sont pas mal pour échanger, pour aller chercher un autre mec, donc à surveiller potentiellement. Après, voilà, toute la question, c'est à savoir qui. Évidemment, un mec comme KCP, ce serait parfait. Après, pourquoi est-ce qu'Orlando laisserait partir un mec qui a 35 minutes en playoff sans compromis pour 2 joueurs imparfaits? Ça, je pense pas. Il faudrait peut-être plutôt viser sur des équipes un peu mauvaises, qui ont des bons joueurs, notamment. Le cas un peu évident, c'est Marcus Smart, qui est pas parfait en attaque, hein. Mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir un Marcus Smart à 20 millions qu'un Bogdanovic à 16 millions, par exemple? Je pense que ça peut un peu se réfléchir, ce genre de truc. Bon, Marcus Smart, il y a toujours un peu l'interrogation de les blessures, la forme physique depuis 2 ans, est-ce qu'il est bon encore? Mais voilà, je pense que Marcus Smart, dans ce genre d'équipe de playoff, ça fait pas tâche du tout. Ça rajouterait d'ailleurs un peu de flexibilité de par sa valeur un peu positionnelle, où il peut défendre sur des plus gros, etc. Et d'ailleurs, autre point, la free agency, au-delà d'aller chercher via des trades un autre ailier, on a des joueurs de rotation sans compromis, à quel point peut-on aller renforcer un peu l'intérieur? Parce que là, c'est vrai qu'on a les Zubac, ok. On est allé chercher en backup pivot Ben Simmons, d'accord, mais qui est sur cette série malheureusement qui a pas pu trop jouer, qui a joué un peu au début et qui a été bon, mais contre Jokic, voilà, ça passe pas. Sinon en backup pivot, on a aussi Batum, mais Batum est un peu vieux, et puis Batum c'est plutôt un small ball quoi pour le coup, donc c'est voilà. On est allé chercher Drew Banks, mais qui a pas trop joué. Et à quel point on peut pas se permettre d'aller chercher un autre pivot en fait. Je sais pas lequel, mais voilà, pourquoi pas travailler là-dessus, voir s'il y a un peu, je sais pas, une menace verticale de pick and roll qui peut un peu protéger le panier, ce genre de choses. Donc pourquoi pas. Et puis donc revenons un peu à nos cibles dans des mauvaises équipes. Donc Marcus Smart, toujours intéressant. Cam Johnson aussi, qui est honnête, qui est à 20 millions. Je pense que Johnson, alors ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un environnement compétitif, mais je pense qu'il faisait pas tâche quand il était au Suns à l'époque en playoff. Alors il peut se faire cibler, mais c'est pas le ciblage en mode Bogdanovic où c'est un peu la débandade quoi. Je pense que Johnson peut résister sur des switches, sur des 1 contre 1, voilà, c'est quand même plus viable en défense, donc pourquoi pas Cam Johnson. Côté Chicago, on en avait parlé la dernière fois, mais il y a aussi Lonzo Ball ou Ayo Dosunmu, ou les deux d'ailleurs. Ça pourrait être hyper intéressant ce genre de profil 3&D ou 3&D connecteur avec Lonzo Ball. Pelicans, je vais pas vous dire, je sais pas ce qu'ils vont faire les Pelicans, mais si Herb Jones est disponible, il faut se jeter dessus. Mais l'autre problème aussi, puisqu'on parle de ça, c'est que va falloir être attrayant avec des contrats
parce qu'on n'a pas trop d'assets niveau tour de draft. Donc pour monter les échanges, c'est un peu compliqué. Mais notamment, c'est vrai que les Clippers, ça, vous le savez peut-être, mais pour faire leur trade et pour avoir leur star, ils ont plus beaucoup de choix de draft. Donc le 2025, par exemple, premier tour, ils l'ont plus. Ça part à OKC. Le 2026, ça part aussi à OKC. Alors OKC Washington, c'est une histoire de swap. Donc voilà. Le 2027, il part à OKC. En tout cas, OKC a les droits de l'échanger. Le 2028, il part aux Sixers, sans protection en plus. Donc 2028, normalement, Kawhi Leonard sera plus au contrat. Et peut-être pas James Harden non plus. Donc le 2028 pourrait être un choix potentiellement très intéressant. Mais en tout cas, bref, ils l'ont plus, celui-ci non plus. Le 2029, il va aussi aux Sixers en tant que swap. Donc techniquement, ils auront un pick. Mais par exemple, les Sixers pourraient échanger leur pick avec celui des Clippers si celui des Clippers est mieux placé. Mais voilà, en tout cas, ils ne peuvent plus échanger non plus, celui-ci, puisqu'ils l'ont déjà échangé une fois. Et 2030, je crois que c'est bon. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que le premier pick du premier tour, le premier pick du premier tour qu'ils peuvent mettre sur la table à échanger, je crois que c'est 2030. Donc voilà, ça fait pas beaucoup. Et encore une fois, on rappelle, mais avec la règle de la Stepien Rule, tu peux pas échanger en amont des choix de draft consécutifs. Donc, vu qu'ils sont quand même déjà pas mal déplumés en termes de soit on donne des picks à quelqu'un, soit on fait déjà des swaps, il n'y a plus beaucoup de premiers choix à offrir à des gens. Donc voilà, et donc ils ont 2030, 31 et pour l'instant c'est tout, je crois. Est-ce que le 2032 va se débloquer à partir de juin? Peut-être, c'est possible, je crois, la nouvelle année. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup des tonnes d'assets de pics pour échanger, donc il faut que un package Norman Powell ou un package Bogdanovic ou un package Derrick Jones intéresse des gens, peut-être avec un ou deux second tour de draft éventuellement, mais voilà, c'est pas non plus la folie. Donc voilà un peu pour l'intersaison, c'est que je mise soit sur les Clippers qui bousculent tout encore une fois, qui vont nous chercher Giannis peut-être, mais bon, on détaillera si c'est le cas, on va pas faire 3 heures là-dessus pour l'instant. Soit sinon, une intersaison un peu pépère, un peu tranquille on re-signe Harden, on repart sur ce cycle-là pour une dernière année ou une avant-dernière année, on va dire, de ce cycle qui est en train de se terminer. L'équipe a été très bonne cette saison, je pense qu'elle a surpris beaucoup de monde en termes de assise défensive, mais plafond offensif, ce qui est un peu, pour le coup, c'est un peu ce qu'on avait dit en début de saison, en mode, oui, Paul George défensivement va être remplacé facilement, mais je les vois assez bien sortir au premier ou au deuxième tour, c'est un peu ce qui s'est passé pour le coup. Voilà, je miserai quand même sur ça, sur l'aspect entre le fait d'avoir un nombre de picks limité, même très limité à cause de tous leurs échanges déjà, et le fait que l'équipe a déjà été bonne, pourquoi pas un peu repartir très classiquement là-dessus, sauf s'il y a une opportunité qui se présente. Souvenez-vous, par exemple, Jrue Holiday à Boston, de base, elle n'existe pas, l'opportunité. Holiday à Boston, c'est rendu possible par un autre trade, Damian Lillard qui vient de Portland à Milwaukee, et d'un coup, un mec intéressant sur le marché, voilà, ça peut arriver aussi, mais en l'état, je dirais que peut-être que si on arrive à transformer un ou deux joueurs imparfaits ou à compromis en un joueur sans compromis, ça peut être génial. Mais à part ça, l'intersaison devrait être assez tranquille de re-signer James Harden, en tout cas, je pense, pour associer à Kawhi Leonard et puis repartir un peu comme ça, quoi. Pour repartir un peu comme ça et espérer peut-être que l'an prochain, on ne tombe pas sur un feed tactique aussi compliqué que celui des Nuggets où, d'ailleurs, on peut le rappeler, ils ont aussi failli gagner cette série. On va pas être trop fataliste et trop ils ont perdu, tout était nul et tout. Voilà. Non, ils auraient pu aussi passer cette série-là. Faut pas l'oublier non plus. Donc voilà, c'est une bonne équipe qui est, pour moi, éliminée au premier tour, au deuxième tour, ça change pas grand-chose. Pour moi, on est juste sur à peu près ce niveau d'équipe, on va dire. Voilà, c'est tes premiers au deuxième tour, mais à mon sens, en l'état et à cause de tout ce qu'on avait développé sur Paul George et une star qui s'en va, qui était un peu une star sans compromis, création, spacing, défense de haut niveau, etc. Pour moi, en l'état, on n'est pas forcément dans une équipe de chapeau 1, finale de conf ou finale NBA, à mon sens. Et j'ai du mal à voir le move qui pourrait les faire passer de chapeau premier tour ou deuxième tour à chapeau finale de conf, finale NBA cet été. Mais voici en tout cas pour le bilan tactique de la série dantesque contre les Nuggets et quelques petites perspectives rapidement d'intersaison à venir pour les Los Angeles Clippers. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que surtout d'ailleurs la série vous aura plu plus que l'épisode. C'est vrai que c'était quand même une série de playoffs assez intéressante, comme pas mal de séries en ce moment auxquelles on a droit, notamment, alors encore une fois je suis jaloux de vous puisque moi je connais pas le résultat de Warriors
Warriors Rockets, mais on devrait aussi se pencher sur cette série quand elle sera terminée. Également, excellentissime série actuelle du premier tour 2025. Donc on s'amuse, on s'amuse, c'est les playoffs, c'est tactiquement intéressant, il y a plein de choses à raconter, des duels entre des coachs très compétents également. Bref, je sais que ça peut faire beaucoup de podcasts, évidemment. Bon, c'est comme ça, c'est l'actualité, il faut faire des bilans d'équipes éliminées, il faut faire des bilans de séries actuellement, il faut parler des previews aussi, on fait des previews des séries qui vont commencer ou qui ont commencé. D'ailleurs, déjà, on a fait l'Est, il va falloir qu'on fasse l'Ouest désormais, donc on se retrouve bientôt pourquoi d'ailleurs, soit un bilan de la série entre Warriors et Rockets, soit sinon une preview de OKC contre Denver, surtout, qui va commencer, je crois, très vite. Je crois que ça va être lundi soir, donc ouais, on va peut-être faire ça prochainement, peut-être demain. Évidemment, bon, faites ce que vous voulez, hein, vous écoutez pas tout. Hein. Mais voilà pour le programme, on se retrouve, je pense, pour la preview Denver OKC bientôt, et peut-être même donc demain. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien sur les playoffs, ça fait très plaisir comme d'habitude, je le répète, mais vraiment c'est pas une habitude, hein, je le répète vraiment, je le pense vraiment. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.